Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast, le Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien et j'espère que vous avez écouté le combat d'en fin de semaine aussi qui opposait Yaya Rodriguez à The Korean Zombie. Puis si tu l'as pas écouté, ben t'es ringard. Fait que va l'écouter tout de suite, c'était épique avec une fin encore plus épique. Ça vaut vraiment la peine de regarder ce combat-là. Puis en plus, c'était pour les 25 ans du UFC. Sur une carte qui était pas top sur papier, mais qui a eu vraiment un bon co-main event puis un bon main event. Donc, je vous encourage à aller écouter cette carte-là. En tout cas, les deux derniers combats, ils étaient très bons. Sinon, cette semaine, je reçois Étienne Plourde. Étienne qui est le propriétaire du Nutrition Fit Plus. Et bon, Nutrition Fit Plus, c'est un de mes commanditaires. Donc, là, vous allez vous dire, hey, il invite ses commanditaires à son podcast. Puis, ben ouais, c'est ça que je fais. Mais l'autre raison pourquoi j'ai invité Étienne, c'est qu'il aime beaucoup parler de Freak Show. Et ben cette semaine, on a entendu parler du combat qui était supposé se passer entre Tenshin et Mayweather. Fait qu'on va parler de ça. Puis l'autre sujet qu'on parle aussi, c'est Étienne nous a fait un top 5. Je suis pas vraiment sûr du thème du top 5. En tout cas, il a essayé de nous l'expliquer durant le podcast, là, mais je veux dire que c'est comme son top 5 de freak show de MMA. Et donc, c'était super intéressant. C'est un podcast un petit peu plus long. Je pense qu'on a fait une 1h20. Donc, c'est ça. Enjoy the podcast. Ciao. Olivier, the Canadian Gangster, Open Mercier! I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Salut Étienne, bien content que tu sois là avec moi aujourd'hui. Je t'ai invité aujourd'hui, en fait, parce que je voulais avoir ton avis sur Floyd Mayweather, c'est ça, contre Tenshin Nasukawa, qui était, ben, je sais pas, là, il y a eu une annonce qui est apparue un peu de nulle part pour dire que les deux allaient se battre. Tenshin, excuse-moi, je sais pas son nom, qui est 27-0 en kickboxing, puis 4-0 en MMA. Ouais. Le gars, je l'avais déjà vu se battre, c'est un bon kickboxer. Il est vraiment impressionnant, mais Chris que ça avait pas rapport le match. Ouais, je pense que. Ben, moi là, je te dirais, quand c'est sorti au début, c'est clair que ça allait pas être un combat, 12 rounds de boxe comme classique, parce que, clairement, peu importe les fonds qui sont backés par Ryzen, il y avait clairement pas assez d'argent disponible pour Floyd pour faire un combat. Fait que c'est sûr que, à la base, there were some things fishy. Là. Il y avait quelque chose qui marchait pas, c'est sûr et certain. Puis là, tu vois justement Ryzen. Tu sais, t'as Ryzen qui, c'est pas le premier barbecue dans les affaires farfelues. T'as Floyd Mayweather qui est justement, comme Conor a marqué dans son post, qui on dirait qu'il sort d'un sauna avec un genre de jumpsuit dans une conférence de presse. Ça sort une journée, il y avait, on voyait qu'il y avait vraiment quelque chose de bizarre en arrière de ça. Moi, mon feeling à la base, c'était... Je te dirais, là c'est facile à dire parce que c'est sorti officiellement que dans le fond, c'était n'importe quoi. Là. Mais à la base, justement, mon feeling un peu, c'était... Mais tu me l'avais dit, en fait. Tu Ouais. me l'avais dit quand c'était sorti, là, puis j'étais pas mal d'accord avec toi. Là. Ouais, je pense que tout le monde qui était... Tu voyais aussi les journalistes sur Twitter puis les gens qui suivent le MMA de façon vraiment proche. Je pense que tout le monde voyait que c'était peut-être il y avait un angle à ce combat-là puis il y avait quelque chose qui clochait en arrière de ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'ils ont payé Mayweather pour juste qu'il fake qu'il allait se battre pour Rising, c'est Ouais, ça? ben tu sais, d'après moi, c'est que, comme un peu on parlait, je pense que Ryzen avait les fonds pour payer Floyd pour une conférence de presse, mais n'avait pas les fonds nécessairement pour payer un combat à Floyd Mayweather. Parce que, tu sais, souvent les gens, ils pensent que, tu sais, aussi, ils pensent qu'au Japon, en Russie, même à Bellator, ils pensent que, tu sais, vu que c'est des gros fonds en arrière de ça, que ce soit des VC ou justement en Russie, du monde du KGB ou whatever. Tu sais, le monde, ils mettent de l'argent dans les MMA, mais ils mettent pas 300 millions. Là, okay? Ils mettent pas 300 millions sur un combat à Floyd Mayweather ou whatever, 200 millions. Fait que, tu sais, oui, il y a des gros fonds qui backent souvent ces organisations-là. Tu sais, en Russie, tu avais Fight Night Globals, je crois qu'il est englouti avec le UFC récemment. Au Japon, évidemment, dans ce cas-ci, c'était Ryzen.
Mais c'est ça, fait on voit vraiment que oui, il y a de l'argent derrière de ces freak shows-là, ok? Parce que, tu sais, Ryzen... C'est très freak show, Ryzen. Mais Ryzen, c'est eux autres qui ont aussi Gabi Garcia, right? Ouais, il y a Gabi Garcia qui l'avait forcé à s'excuser à la foule. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là. Non, vas-y donc. Mais, ouais, on fait Ben, en fait, ouais, je me rappelle, mais j'aime ça quand tu le comptes. On fait une parenthèse, mais, ben, première des choses, là, pour ceux qui nous écoutent, là, si vous connaissez pas Ryzen... Ben, je suis content que maintenant vous connaissez Ryzen à cause de ce que Floyd a fait, là, la conférence de presse. Je pense que ça a mis Ryzen sur la map. Mais c'est vraiment important que vous écoutiez Ryzen. Je pense que c'est bon pour votre culture de MMA, honnêtement. Là. Parce que, tu sais, Ryzen, ce qui est bon, c'est un peu un Bellator, mais poussé à l'extrême. OK? Tu sais, pour ceux qui écoutent Bellator, il y a une portion Bellator qui est compétitif, puis il y a toujours une portion qui est un peu freak show. Right? C'est un peu un mélange des deux. C'est ce qui fait que Bellator est bon. Mais tu sais, Ryzen, évidemment, les Japonais, faut toujours qu'ils poussent à l'extrême la chose. Tu comprends? Fait que fait que, parce que pour ceux qui ne connaissaient pas Ryzen, ils font à peu près 3, 4, 5 shows par année. Il n'y en a pas énormément. Mais tous les shows qu'ils font, c'est des gros événements. Okay? Il y a leur mascotte aussi qui est incroyable. Oui, il y a un mascotte qui est comme un pot de nouilles, mais qui n'a pas de tête. C'est comme un bol de nouilles avec genre des jambes. Mais il n'y a pas de tête, c'est juste un bol de nouilles. Moi, c'est pour ça que je le connais, en fait. Exact, mais le bol de nouilles, il est là, mais il dit rien. C'est ça qui est drôle aussi. T'as un bol de nouilles qui est dans les conférences de presse. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Tu vois que c'est un être humain qui est dans le bol de nouilles, puis il bouge pas, puis il dit rien. Peux-tu revenir au combat de Garcia? Ouais. C'est quoi qui t'est arrivé? Ouais, dans le cas de Gabi Garcia, c'est que, bon, pour ceux qui la connaissent pas, là, c'est une championne du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Qui est une heavyweight, mais qui est une super heavyweight féminine. Moi je l'avais vu en personne à Abu Dhabi. Là. Ah, c'est vrai, tu l'avais vu. Je pense que tu me l'avais dit que tu l'avais vu. C'est genre impressionnant. C'est ça, hein? Je pense que c'est combien qu'elle pèse? C'est comme 2,50. C'est comme Brock Lesnar, mais en femme. Ouais. Tu sais, c'est pas proportionnel. Là. C'est littéralement la grosseur de Brock Lesnar. Là. Puis c'est étonnant à voir pour de vrai. Là. Pour la première fois, là, étonnant. J'ai fait comme le saut. Là. Mais ça doit, parce que là, elle, t'as évidemment aucune division où est-ce que cette fille-là peut se battre. T'sais, évidemment, UFC, le maximum, c'est 145 livres. Fait qu'elle, il fallait que. Il y a juste des places comme le Japon, peut-être la Russie, ou des endroits comme ça qui vont accepter que cette fille-là se batte. Mais tout ça pour dire, pour en revenir à l'événement Ryzen, c'est que. Tabarnak, c'est que pour. Pas sur la table. J'ai déposé mes doigts. Vous m'avez entendu. Mais c'est ça, il y avait Gabi Garcia s'était battue sur. Elle était supposée se battre sur Ryzen, OK? Et puis, elle s'était entendue sur un poids à faire, quand même, parce que son adversaire avait demandé qu'elle fasse quand même un certain poids, parce que, oui, t'es au Japon, là, mais des fois, il y a une certaine limite, tu peux pas non plus tuer quelqu'un. Puis là, ben, ça, tu peux pas tuer quelqu'un. Écoute, ses 2 premiers combats, c'était contre des femmes de 70 ans, genre. Ouais, c'est ça. Son premier combat, c'était contre je pense que c'était une fille qui faisait de la lutte. Elle pensait clairement que c'était de la lutte arrangée. C'était la reine, là, je pense qu'elle se prenait. Mais je pense que c'était même quelqu'un qui avait un doublement de personnalité, là. Tu sais, je pense que la fille qui s'était battue contre elle, je pense qu'elle faisait de la lutte, mais je pense que son personnage était au quotidien aussi, là. Elle s'était battue contre Gabi Garcia, là. Mais pour dire l'histoire, pour dire que je comptais, c'est que Gabi Garcia était supposée se battre. Finalement, elle n'a pas fait le poids. Le combat était annulé. Puis le propriétaire de Ryzen était tellement fâché, OK? Parce qu'il trouvait que c'était anti-sportif, puis c'était pas ça les arts martiaux, puis il faut que tu fasses le poids, puis ça manquait de professionnalisme. Durant le show le lendemain, donc elle a fait, exemple, le show est le samedi, vendredi, elle rate le poids. Donc samedi, elle est dans les estrades. Puis le Ryzen est toujours connu, malheureusement aussi, pour toujours avoir il y a comme au milieu du show un time-out d'une demi-heure. OK? Comme le show arrête pendant une demi-heure. C'est drôle parce que quand tu écoutes le broadcast, comme ça l'arrête une demi-heure, puis comme tout le monde va aux toilettes, tout le monde mange, les gens rient dans les estrades. Tu sais pas trop pourquoi il y a un break d'une demi-heure, mais tout ça pour dire qu'il y a toujours le fameux break d'une demi-heure. Alors là, il y a le break d'une demi-heure. Puis, je me rappelle que quand je l'écoutais live, les commentateurs qui étaient... le commentateur de Ryzen américain, c'est... voyons. Georges Saint-Pierre s'est battu contre lui là, dans l'UFC. Je vais le chercher sur Wikipédia. Pratt. Non, c'est un peu. Je vais te le chercher. Là. En passant, il a amené son ordinateur parce qu'il voulait être sûr de... Des petits détails comme ça qui peuvent m'échapper. Là. Mais je me rattrape. Je vais vous le trouver.
Frank Trigg. Fait que Frank Trigg, qui est le gars, je sais pas si tu te rappelles de Frank Trigg, ok? Très bon combat, Frank Trigg contre Matt Hughes en passant, ceux qui veulent un petit catch, là, pour ceux qui veulent aller voir ça. Frank Trigg, Matt Hughes, c'est un classique du UFC. Mais c'est ça, donc pendant la pause, on est à l'événement Ryzen, pendant la pause, t'as justement Frank Trigg qui commence à raconter qu'il y a des rumeurs qui circulent dans l'aréna, comme quoi que Gabi Garcia va être obligée d'aller s'excuser au centre du ring si elle veut se rebattre au prochain gala, ok? Fait que, tu sais, moi, je me rappelle, puis il est comme rendu 3h du matin, tu sais, comme Ryzen, 4h, 5h, Ryzen, ça commence tout le temps à 3-4h du matin, à cause du décalage. Tu sais, moi, je suis entre deux cafés, j'ai un Rockstar, j'ai genre une belle province sur le coin, tu sais, comme, je suis un peu fucké, là, tu sais, je suis pas sûr de ce qui va se passer, honnêtement. Je me rappelle que, genre, en plus, moi, à tout fait, j'écoute Ryzen, je suis sur Twitter en même temps. C'est ça le show, hein, c'est sur Twitter. Là. Ouais, le show se passe sur Twitter en passant, là. Fait que, alors, tout ça pour dire que là, je suis, puis là, le 30 minutes finit, puis tu vois justement le propriétaire qui est au centre du ring, ok? Parce qu'habituellement, Ryzen, quand la pause est finie, ça repart, boum, ça part d'une shot. Alors là, le propriétaire est au centre du ring et demande à faire monter Gabi Garcia sur le ring. Et il demande à Gabi Garcia de s'excuser à la foule et devant tout le monde. Et là, tu vois qu'il y a comme un moment où, genre, tu sais, comme tu dis, OK, dans le fond, c'est pour le spectacle ou, tu sais, ça fait partie du show. Mais rapidement, tu te rends compte que, non, c'est vraiment vrai pour vrai, là. Puis, ça a l'air qu'il a dit en japonais, il a dit, si tu veux te rebattre sur mes événements, tu vas devoir... je pense qu'elle s'était mis à 4 pattes, ou qu'elle s'était mis à genoux. Oui, elle s'était mis à genoux devant le propriétaire, et en regardant la foule et en s'excusant, OK? Fait que ça, c'était un peu sa punition pour avoir raté le poids. Puis ce qui était vraiment écœurant, c'est que la fille s'était mise à pleurer, OK, sur le centre du ring. Mais là, faut que tu comprennes qu'il est comme... Moi, il est 5h du matin, je suis seul chez nous, OK? J'ai personne, tu sais, je veux crier, je veux en parler à du monde, je veux t'appeler, tu dors, Mike dort, tout le monde qui... Tu sais, moi, je veux vraiment m'exprimer. Puis, genre, je peux pas parler à personne, mais moi, je suis chez nous, je suis comme je suis entre la réalité puis mon sommeil. Puis je vois une fille sur le centre du ring devant 60 000 personnes qui pleurent en s'excusant, puis en ayant le propriétaire qui écrit des noms pour dire que là, tu vas plus jamais me rater le poids. En japonais. En japonais, puis c'est des choses comme ça. Puis t'as Frank Trigg dans le bout qui est excité, qui se met à crier. Parce que, vous voyez un peu là, que c'est quoi Ryzen, ok? Ryzen, ça fait partie de vraiment toute la réalité de Ryzen, là. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est des choses comme ça que tu peux voir aussi dans un événement Ryzen, là. Fait qu'à cause de Mayweather, on a entendu plus. Moi, à cause de toi, je savais que ça existait, Ryzen, là, en fait. Ouais. Mais c'est un peu l'ancienne garde de Pride aussi, là, pour ceux qui suivent le MMA depuis longtemps. Là, c'est un peu... ils ont voulu un peu faire renaître un petit peu Pride. Mais je trouve ça encore plus freak show que Pride, par exemple. Ouais, ben, je te dirais que ça dépend des spectacles parce que, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, le Ryzen, tu sais, honnêtement, écoutez-les, il y a vraiment il y a des bons combats, là. Il y a vraiment des bons combats. Puis, ils poussent vraiment vers les arts martiaux dans le sens que, si vous savez le nombre de monde qui veulent embarquer sur des cartes Ryzen, tu sais, ça a l'air que c'est monstrueux, là. D'un, les combattants sont bien payés. C'est ça, ils disent qu'ils sont bien payés. Ils sont très bien payés. Y a-tu des coups de pied au sol encore? Bizarrement, ils les avaient enlevés sur un événement, mais non, là, c'est alors. Je sais pas pourquoi, il y avait un événement. Okay, maintenant, si la personne est à 4 pattes au sol, tu peux frapper avec un kick. Okay. Ouais, il y avait un Exactement, il y avait eu un qualification où ils avaient enlevé, mais non, là, c'est de retour. Malheureusement, à One Championship, ils les ont enlevés, ce qui est un peu ridicule, mais à Ryzen, c'est vraiment l'essence des arts martiaux. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est que tu sais, souvent, si on regarde, on suit le UFC, on suit Bellator, on suit PFL. Tu sais, c'est bon. Évidemment, c'est des athlètes de haut niveau. Le niveau est tellement bon, il y a des game plans, il y a vraiment... Tandis que si tu regardes Ryzen, c'est un petit peu plus l'essence des arts martiaux. Fait que si tu veux rentrer sur une carte Ryzen, faut que tu aies un peu comme un gimmick. Là, faut que tu aies quelque chose. Faut que tu aies un... Ouais. C'est très basé sur le show là, parce que... Les gars, des fois, ils essaient des techniques qui font... le taux de réussite est de genre 5%, puis ils l'essayent pareil, puis ils sont bien contents, puis le monde l'applaudit quand ils essayent ça, même s'ils ne réussissent pas. C'est vraiment une mentalité différente, je pense, du c'est vraiment différent. Je me rappelle, il y avait un combattant, le Jason Miller, là, qui malheureusement l'a échappé un peu depuis quelques années. Là. Mais Jason Miller, il comptait justement que quand il se battait au Japon, il dit c'est tellement drôle parce que
il dit ça, c'est comme un freak show, mais en même temps, il dit j'avais l'impression de me battre dans une librairie. Il dit c'est vraiment spécial parce que ça crie Personne pas. parle, hein? Personne personne cheer. Ils applaudissent puis ils font oh. Exactement, c'est genre vraiment, vraiment respectueux. Comme il y a pas de. Comme il y a un beau move, les gens vont applaudir, mais d'un autre côté, sont très respectueux des combattants. Là. Il y a vraiment un côté art martial à tout ça. Donc, ça pour dire que quand tu bats Ryzen, c'est pas juste d'être un bon combattant. Ils peuvent aller chercher un gars qui est, je sais pas moi, qui est 6'3 en Suède, mais il y a une personnalité, il y a une façon de se battre qui va fitter avec Ryzen, fait qu'ils vont le chercher. Fait que c'est ça qui fait tout ça pour dire que ça fait toujours des bonnes cartes, des cartes explosives. Puis pour revenir à ce qu'on disait, tu sais, pour Floyd Contention, tu sais, sûrement, et c'est ça qui est arrivé, c'est un coup de publicité, sûrement qu'ils ont payé un montant à Floyd Mayweather pour qu'il se présente à la conférence de presse, pour que le mot Ryzen résonne à travers le monde, pour que le Tension... que le monde aille voir c'est qui ce gars-là. C'est qui ce gars-là. Parce que c'est clairement leur Golden Boy. Là, ouais, c'est le Golden Boy. Par contre, si c'est ça l'angle, je suis même pas sûr qu'il y avait un bon angle parce que, tu sais, Floyd a dû demander vraiment beaucoup pour ça. Ouais. La problématique avec de vouloir développer le marché nord-américain pour justement des organisations japonaises, mais tu as le décalage horaire qui est un huge problem parce que tu ne peux pas le faire écouter en direct. Tu sais, c'est un marché qui est très niche aussi. Il n'y a pas beaucoup d'événements. Fait tu sais, honnêtement, je sais pas si c'est le cas, là, je sais pas combien Floyd a été payé, mais je suis même pas sûr du rapport que ça va, comme de l'apport direct que ça va amener, là, dans le sens que, si tu regardes au Japon, ben, Ryzen était déjà connu, mais je sais pas à quel point c'est important de percer le marché nord-américain. Ouais, mais je pense qu'ils se sont fait, comme tu dis, ils se sont fait vraiment connaître à cause de Floyd Mayweather, mais je suis pas certain comme... que ça en a valu la peine. Je sais pas, c'est intéressant de voir les chiffres, c'est ça qui est arrivé. Là. Mais moi, ça me faisait penser un peu à Pacquiao contre Bucquois. Ouais, c'est leur... En Muay Thai, là, il voulait faire un combat de Muay Thai, Pacquiao contre Bucquois. C'est un peu le même genre, ça fait parler, puis ces types de combats-là, bon, là, vous allez me dire que Conor contre Floyd, ça a eu lieu, mais bon, je pense que c'est une situation qui est particulière. Là. Ouais, puis ça faisait quand même plus de sens. Plus de sens, exactement, parce que, tu sais aussi, bon, tu sais, dans le cas à Floyd, bon, il serait battu au Japon, qu'est-ce que ça aurait été? Tu sais, la possibilité, on dit ça, là, mais il y a quand même un pourcentage de chance aussi que Floyd dise un peu vrai dans ce qu'il dit, parce que moi... Lui, il disait qu'il pensait que c'était... un 3-round exhibition. OK. Puis, tu sais, quand on s'en était parlé, quand la nouvelle était sortie, j'avais parlé un peu de ça, je dis, c'est peut-être ça aussi, dans le sens que Floyd, dans son post qu'il a mis sur Instagram, comme quoi que, il s'est fait avoir complètement, il disait que ça se posait être un combat de 3 rounds puis qu'il allait se battre contre des milliardaires dans un endroit clos, ce qui est très drôle en passant. Je trouve ça vraiment, vraiment bon, là, honnêtement. Mais il y a peut-être un peu de vrai là-dedans parce que, tu sais, dans le sens que Floyd, tu sais, on le sait, là, il y a des problèmes financiers toujours. Là. Peu importe l'argent qu'il fait, il se retrouve toujours des problèmes financiers. Tu vois, il joue trop, lui? Ouais, c'est un gambler, mais c'est quand même un peu nébuleux. Tu sais, justement, il y a Chael Sonnen qui en parle souvent à quel point Floyd est plus broke que ce qu'on pense. Là. Mm-hmm. C'est difficile de vraiment savoir de toute façon le net worth de quelqu'un. Là. C'est très difficile à savoir, mais bon, les rumeurs sont que il y a un entourage à faire vivre, c'est un gambler. Peut-être qu'il y a beaucoup d'argent qui se brûle rapidement. Mais dans le sens que, tu sais, peut-être qu'il avait été approché, exemple, je vais te donner 25 millions, puis tu fais un 3 rounds, c'est quasiment fête amateur. Devant des millionnaires. Puis... Ben, ou peut-être que c'est là la menterie, peut-être que c'était pas devant des millionnaires, peut-être que c'était viens faire 3 rounds à Ryzen devant les 60 000 personnes, OK? Puis on va te payer 25 millions. Puis que lui dit, écoute, c'est 3 rounds, on va faire ça 3 fois 3 minutes, box only, pas de coup de pied évidemment, fait qu'un combat de boxe contre un gars qui est un kickboxer, fait que je vais juste un peu leaner pendant 3 rounds, éviter les coups, cacher 25 millions, prendre l'avion, retourner en Amérique du Nord. Mm-hmm. Tu sais, ça fait du sens, puis ça aurait pas coûté 300 millions, tu sais. Fait que tu sais, Floyd, peut-être qu'il se dit ça, il aurait même pas eu le temps à s'entraîner selon lui. Fait que c'est ce que je voyais qu'il y avait une possibilité, mais je pense quand même que c'est tout un show de boucan. Et la troisième option qui est quand même aussi peut-être un peu possible,
c'est que Ryzen l'a complètement endormi. Là. J'ai vu ça un peu circuler, ça donne un peu de sens dans le sens que Ryzen s'est juste servi de Floyd complètement. Donc, ils ont fait à croire qu'il allait donner peut-être 100 millions pour se battre contre des hommes d'affaires milliardaires. Ils le font venir au Japon. Ils débarquent de l'avion. Hey, en passant, tu vas t'asseoir ici. Là. Il y a une table. Il va y avoir des journalistes. Ils vont poser des questions. Il y a quand même des face-off là, avec Tension. Ben, c'est ça. Peut-être que c'est un autre angle. Là, mais si c'est le cas, félicitations à Ryzen. Parce que, sérieusement... Ils méritent bien leur... ils méritent vraiment le coup de pub. Là, puis, ils sont assez sneaky pour que ça soit une option là, dans mon livre à moi. Là, fait que, c'est peut-être ça. C'est peut-être un des trois, mais... ça montre que quand on voit des choses, des combats comme ça annoncés ou des grosses nouvelles comme ça, il y a toujours la business en arrière de ça. C'est vraiment important de... Quand il y a une nouvelle qui sort, puis peu importe la nouvelle qui sort en MMA, évidemment, il y a toujours le monde qui vont juste voir le côté sportif, puis le ci et ça, mais quand tu regardes, il faut toujours que tu regardes le côté business en arrière de ça. Ça fait-tu du sens ou ça fait pas de sens? Puis... si ça fait du sens, mais est-ce que c'est possible? Parce que ça veut pas dire que ça fait du sens, que c'est possible. Dans le sens que, mettons Floyd contre Conor, tout faisait du sens, ok? L'affaire qui aurait peut-être fait moins de sens, c'est que je crois quand même que dans le cas à Conor puis Floyd, si les Fertitta Brothers auraient été encore propriétaires du UFC... Ils étaient plus propriétaires? Non, pas officiellement, mais je sais qu'ils ont aidé à la trade finalement. Mais il y avait intérêt parce que sûrement que quand ils ont vendu l'UFC, sûrement qu'il y a eu des... il y a eu, exemple, on te verse tel montant, puis tu as un autre montant qui est versé sur des années si tel et tel chiffre est atteint. Dans le sens que ceux qui ont acheté l'UFC ont dû chercher à se protéger. Donc, il y avait quand même... les Fertitta Brothers avaient sûrement intérêt à ce que le combat se fasse puis que les nouveaux propriétaires du UFC cachent de l'argent. Mais je crois quand même que je suis pas sûr que sous les Fertitta, ça serait fait. Écoute, les Fertitta n'étaient pas ouverts à négocier, puis Dana aussi, ils n'étaient pas ouverts à négocier Nathan avec Fedor Emelianenko, ils n'étaient pas ouverts à faire la copromotion. C'est pas dans les roots. Ouais, mais Mayweather, c'est quand même... Je suis d'accord, c'est Mayweather. Là, je suis d'accord, mais t'ouvres une brèche pareil. Puis, tu sais, des fois, quand tu as un modèle d'affaires... Ouais, même si on voit une brèche. Même si c'est payant, là, même si clairement là, c'est payant, le Conor contre Floyd, ça a été payant, puis tout le monde a gagné, ok? Mais tu sais, quand tu as une business aussi, c'est important que quand tu ouvres une brèche, c'est pas juste de dire que ça va rapporter, là, c'est qu'est-ce que la brèche peut ouvrir avec tout ça, tu comprends? À quel point ça peut un peu entacher mon brand, ok? Tu sais, je veux dire, regarde, Conor, elle s'en est super bien tiré. Mais même, tu sais, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que, mettons, Conor s'aurait fait tuer. En passant, ça l'aurait fait mal à Conor. Là. Le monde dit « Ouais, il n'y avait rien à perdre, il était en boxe, puis même ça aurait fait tuer. » Non, c'est pas vrai. T'sais, les gens, le cerveau n'est pas tant analysé comme ça. Autant, des fois, tu fais des liens, mettons, entre... même la WWF et le UFC, c'est deux affaires complètement différentes, OK? Mais, si Brock Lesnar va se battre au UFC, se fait démolir au UFC, c'est bizarre à dire, mais sa cote est moins bonne en WWF, pareil, tu comprends? Oui, c'est deux affaires différentes, mais le cerveau du casual fans, oui, il fait la distinction, mais c'est facilement, tu peux facilement polir une image. Ça tient sur un fil comme ça. Puis tu sais, Conor, justement, l'aura à Conor, c'était un peu l'invincibilité. C'était un peu genre, je ne peux pas vraiment perdre, et si je perds, je avenge mon loss vraiment rapidement. T'sais. Fait que si Conor s'aurait fait tuer contre Floyd, je suis d'avis de penser que ça aurait un peu affecté le brand du UFC. Sans que ça soit grave, mais tout ça pour dire que le message que je veux passer là-dedans, c'est que pour que quelque chose se fasse, il y a vraiment plusieurs étapes qu'il faut que ce soit... OK, est-ce que ça fait du sens? Après ça, bon, qui est impliqué là-dedans? Puis ceux qui sont impliqués là-dedans, ils vont-tu faire de l'argent? Oui. OK, après ça, on tombe à un autre niveau. Est-ce que ça fait de l'argent? Oui, mais est-ce que ça suit notre why de compagnie, ça suit notre raison d'être, est-ce que ça peut affecter notre brand ou pas, tu sais, le big picture long run, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses à penser avant que ces gros combats-là se fassent, puis il y a beaucoup de questionnements à faire que des fois, il faut pousser la réflexion comme vraiment, vraiment, vraiment loin, là. Mais dans le cas de Conor puis Floyd, ben, toutes les as étaient alignés parce que les nouveaux propriétaires veulent faire de l'argent. Les anciens propriétaires avaient intérêt à ce que les nouveaux propriétaires fassent de l'argent. Floyd Mayweather, il se disait, ben moi, je peux pas perdre, puis je vais cacher des centaines de millions de dollars. Les réseaux de télé, ils se disaient, ben nous, merci. Non, c'est une belle histoire. Les boxeurs, ils voulaient voir ce combat-là pour justement prouver que la boxe est plus forte que le MMA. Puis
MMA, je suis pas sûr pourquoi il voulait voir ce combat-là. Là. Ouais, tu sais, c'est intriguant. Tout le monde l'a regardé. Il n'y a aucun fan de MMA qui l'a pas regardé. Là, tu comprends? Non, ça c'est vrai. Puis en passant, Conor a mieux paru que. En passant, Conor a bien paru. Puis c'est pas. Il a vraiment touché à des moments clés. Là. Oui, Floyd est en plein contrôle du combat. Là. T'avais-tu parié sur Floyd? Oui, ben oui, j'avais tu sais, gars, c'est ça. Faut quand même. Tu sais, comme là, je suis le premier à dire que Conor a bien paru. Mais je me rappelle que. Tu sais, quand le combat est arrivé. T'as-tu été stressé les 3 premiers rounds? Ou? Non, jamais été stressé parce que Floyd était en plein contrôle du combat. Puis j'avais betté 10 000 sur ce combat-là. Là. Fait que j'avais betté 10 000 sur... T'es pas stressé? Moi, je me souviens que Mike il avait battu un gros montant aussi. Mais Mike, je pense qu'il y avait 30 ou 35 000 sur le combat. Là, fait que il y avait pas mal plus... il y avait 3 fois l'argent que j'avais mis. Ouais. Ben moi, je niaisais en plus les 3 premiers rounds. Ouais. Non, mais je me rappelle que Mike... J'étais content là, de le voir. Je me rappelle que Mike était nerveux. Là. J'étais-tu avec toi? Ouais, on était à Montréal dans un bar. Je me rappelle, on écoutait ça. Mais je me rappelle qu'il donnait la cote comme... fallait que Floyd gagne 75% du temps pour que le bet soit bon. Mais tu sais, Floyd gagnait 98% du temps. Là. Mm-hmm. Fait que clairement, il y avait beaucoup d'argent à faire ce combat-là. On avait ramassé Floyd... Écoute, on l'avait ramassé à moins 330, moins 300. T'as juste pour expliquer, moins 330, c'est... Ben dans le fond, c'est les cotes. Là, ouais, tu donnes... 330 pour faire 100$. Exact. Pour l'expliquer simplement, après ça, vous pouvez faire les divisions sur une calculatrice. Là, mais quand vous voyez, mettons, moins 330 ou moins 400, mais ça veut dire que, mettons, tu vois moins 400, il faut que tu bettes 400 pour faire 100$. OK? Fait que ça, c'est facile après ça. Tu peux faire les divisions sur combien tu bettes. Mais je me rappelle que c'est ça, que cette bête-là, parce que, tu sais, souvent aussi, quand tu bettes, OK? Tu sais, quand tu bettes, c'est que la cote va bouger. OK? Fait que, tu sais, exemple, souvent les sites, ils ne te permettent pas de better 10 000. Mettons, tu veux better 10 000, mais il faut que tu bettes comme 2 000, 2 000, 3 000, 2 000. Tu sais, puis tu montes comme ça, puis la cote va bouger. Fait que, à la fin de tout ça, il faut que tu fasses une moyenne. OK, j'ai mis 10 000 sur un combat. J'en ai betté 2 000 à moins 300, j'ai betté 2 000 à moins 250. Tu comprends, la cote, elle bouge. Puis après tout ça, tu fais une moyenne, c'est sur combien tu as betté. Surtout des gros combats comme ça. Là. Quelqu'un qui bette 100$, c'est différent. Il va mettre 100$ à moins 200. Il y a eu 100$ à moins 200. Mais si tu veux better, on va dire peut-être 4000 et plus, 4000 à l'infini, c'est sûr que la cote va bouger. Et puis les sites ne vont pas nécessairement toujours te permettre de better 4000, surtout si tu es un better qui est gagnant. Les sites, ils se protègent. Puis tu vas dire 4000, c'est rien. Les gens qui bettent 50 millions, effectivement. Mais les sites Internet ne sont pas cons. Si tu es un bon joueur, ils vont trouver le moyen de bloquer les bets. Puis on l'a vu avec Mike récemment, il y a des acomptes qui nous ont fermés. Là. Ah oui, il y a des sites Internet qui voulaient pas que vous bettiez. Ouais, je pense que c'est quoi? En tout cas, il y en a un qu'on peut plus better. Là. Vous avez plus le droit de better sur un des sites? C'est à cause de Mendel? Ouais, ça a été une bonne shot celle-là. Merci Mendel en passant. Non, mais ce gars-là, c'est Dieu en passant. Là. Ce gars-là, juste en passant, le Mendel, c'est combattant du Tristar. Là. Ouais. Mais ce gars-là, c'est Dieu. Là. Je veux dire, ce gars-là, il est déjà au statut sensei. J'ai jamais vu un gars comme ça. Là. Il parlait. Mendel, ceux qui veulent aller le voir, s'est battu à Bellator récemment. Là. C'est quoi son nom complet, Mendel? Mendel Nalo. Bon, Mendel Nalo, il s'est battu contre... Rad Garbage, son surnom. Ok, oui, c'est un très bon surnom. Mais moi, honnêtement, j'apparais de Sensei, là, honnêtement. Là. Mais il fallait voir le combat sur Internet, il est trouvable. Là. Ben, c'est le KO de l'année. Un des KO de l'année. Ah, c'est un des KO de l'année. Là. Puis ce gars-là, il relaxe. C'est dangereux, là, ce gars-là. Il relaxe comme ça. Là. C'est comme... Tu sais, quand ce gars-là, il connaît pas le stress et l'anxiété, là, ça n'a aucun rapport. J'ai rarement vu un gars relax dans un... Non, il est très très bon, Mendel. Puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de combats. Il y a quand même 8 combats, je pense, maintenant. Là. Puis c'est juste des finishes, là. Mais tu sais, ça fait des années qu'il est au Tristar qui brasse tout le monde là, au Tristar. Fait que tu sais, nous, on n'est pas vraiment surpris. Puis c'est pour ça aussi que la cote était si bonne avec Bellator. Là. Puis tu sais, nous, disons qu'on le savait. Non, là, mais c'est tellement drôle parce que la cote, OK... Pour ceux qui nous écoutent, là, la cote, exemple, là, si tu regardes un peu le marché, il y a un site, ça s'appelle bestfightodds.com, OK? Et tu as les cotes sur les combats, mais de toutes les, mettons, des comme 15 meilleurs sites, OK? Puis tu sais, habituellement, les cotes vont bouger un peu sur les petits combats, OK? Mettons, parce que Mendel, bon, c'est pas un gars qui est connu encore, fait que si tu bettes sur Mendel,
le marché n'a pas tant bougé. Habituellement, ça bouge beaucoup quand c'est des gros combats connus. Mais la cote, on a fait genre bouger de comme 90% à travers le monde. La cote a genre tellement bougé sur un petit combat que je me rappelle que des journalistes sur Twitter, genre, étaient comme « What the fuck? » Genre, comme qu'est-ce qui se passe sur ce combat-là? Parce que je pense que Mandel, il a ouvert à plus 250, il était négligé. Puis la cote a fini qui était favori, là. C'est vraiment rare. Là. Ouais. Fait qu'on a vraiment fait bouger la cote, genre solidement. Vous étiez pas tout seul parce que... Je sais qu'il y a un autre gars, j'ai vu un autre gars à Vancouver qui bêtait. Là, ouais, il y en a plusieurs là, en fait, là, qui aussi du Tristar là, que j'ai su après. Qui ont bêté sur le... Ouais, qui le savaient. Puis... C'est vraiment comme un inside en passé, comme faire jouer à la bourse pour avoir un inside. Ouais, c'est vraiment quasiment un délit d'initié qui a été fait, ce combat-là. Là. Fait que non, c'est ça. Fait que au niveau des bettings, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis vous irez voir ce combat-là, honnêtement. Ce combat-là, il est vraiment c'est un très bon combat. Très bon combat, puis très bonne interview aussi. En passant, écouter l'interview après, là, ça vaut la peine. On a-tu fini de parler de Floyd Tension? Ouais, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Ouais. Là, l'autre raison pourquoi je t'ai invité, c'est que je voulais que tu me trouves... c'est quoi 5 combats ou 5 événements? Ben, tu sais, ce qu'on pourrait faire, je pourrais un peu parler. Tu sais, on avait pensé à garder, à soit parler un peu de combats freak show, ok? Mais ce que moi je ferais, c'est que j'ai quelques combats. J'ai quelques combats que ça pourrait être bon, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Ceux qui ont déjà vu les combats que je vais parler, ben tant mieux, ça va peut-être vous rappeler des bons souvenirs. Ceux qui l'ont pas vu, ben après ça, si tu veux, je pense qu'on va peut-être mettre les links. Ouais, non, je vais tout mettre les links. Écoute, on va dire 5, là, c'est déjà 30 minutes qu'on parle. Puis, c'est ça, parle des premiers, puis au pire, on en fera moins, puis on fera un autre podcast. Regarde, après, là. On pourrait... moi, ça fait quand même, là, ça fait quoi? On est en 2018, ça veut dire ça fait quasiment 15 ans que j'écoute du MMA de façon... assez régulière. Là. Ironément, un petit peu moins depuis quelques mois, là, à cause que je suis beaucoup occupé avec mon entreprise, là, mais ça fait presque, comme je te dis, presque 15 ans que j'écoute ça. Fait que il y a quand même eu des combats. Fait que tu m'avais demandé quand tu vas venir, on va regarder des freak shows, mais. Ok, on va regarder top 5 freak shows, c'est ça là? Ben on va y aller top 3. Okay? Top 3? Top 3 combats marquants. Ok, pas freak show. Là. Ouais, mais ça peut être un peu un freak show, ok? Parce que regarde, le premier combat en passant que. Bon, tu sais, pour ceux qui écoutent le MMA récemment et qui n'ont pas connu ça, il y a quand même ils ont fait un peu d'histoire du MMA, là, puis on ne veut pas retourner trop en arrière, honnêtement. Là. Mais un combat que je voulais parler, c'est le fameux combat Kimbo Slice contre Seth Petrozelli, ok? Non, mais je sais que tu vas partir en arrêt, ok? Mais le contexte qu'il y avait autour de ce combat-là, entre Kimbo Slice et Seth Petrozelli, c'est vraiment quelque chose, là. Il avait pas perdu, hein, Kimbo Slice encore? Non, Kimbo Slice, bon, pour sûrement en contexte un peu, Kimbo Slice était le YouTuber qui se battait dans les backyards et qui donnait des volets à tout le monde. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que tu as eu... c'est Strike Force? Elite XC, la défunte Elite XC, qui était... triste de ça. Ouais, vraiment, la défunte Elite XC qui est allée chercher Kimbo Slice, puis je crois que son show money, je pense que c'était 500 000, ok? À son premier combat, ça avait été quand même 500K là, en passant, là, ok? Kimbo Slice, son premier combat dans Elite FC, c'était... Ouais, 500 000. C'était-tu contre Tank Abbott? Non, Tank Abbott, c'est le deuxième. OK? Mais en passant, contre Tank Abbott, c'était sur le Elite XC Street Certified, qui était une des meilleures cartes de l'histoire du MMA en passant. Fait que ça, c'était une autre information. Là. Elite XC Street Certified. Mais toutes les cartes Elite XC, Elite XC ressemble un peu à ce que Strikeforce ressemblait. Ceux qui ont mis Strikeforce, avant que Strikeforce soit acheté par le UFC. Elite XC a donné des excellentes cartes. Là, des excellentes cartes. Mais bon, le combat contre Seth Petrozelli, c'était... Kimbo Slice était invaincu à ce moment-là. Puis si on se rappelle, il était supposé se battre contre Ken Shamrock. OK? Ça se posait Ken Shamrock contre Kimbo Slice. C'est vrai, je m'en souviens. Ouais, puis... C'était coupé, c'est ça? Ouais, c'est vrai ça. Ken Shamrock avait une coupure. Je me rappelle pas si c'était le matin du combat, là. C'était même pas la veille. C'était après la pesée. Ouais, c'était peut-être après la pesée. C'était après la pesée? C'était la veille ou le matin, là, mais c'était vraiment, vraiment proche du combat.
Puis, écoute, à ce moment-là, là, tu sais, faut mettre en contexte, là, t'es en 2008, OK? Et Kimbo Slice, Kimbo Slice avait des ratings, là, je me rappelle que ce combat-là avait fait 4,5 millions. Ouais, 4,5 millions de ratings. Ça arrive plus, ça. Ouais, c'est la télé nationale, OK? T'avais, écoute, là, puis c'était la grosse affaire, t'avais Maureen Allo, qui est l'animateur à Bellator présentement, qui a fait Pride dans le temps, qui dit Mamma mia, tu sais, c'est sa catchphrase, là. T'avais vraiment, là, tu sais, écoute, Kimbo Slice se battait, là, il était juste 3-0. Il était, tu sais, c'était pas, évidemment, c'était pas Royce Gracie là, qui se battait, là, tu sais, c'était Kimbo Slice. Mais c'était fou, pareil, dans ce temps-là, parce que, comme je te dis, là, ça jouait 4,5 millions de viewers. Puis, ce qui était le fun de MMA dans ce temps-là, c'est que, tu sais, c'était wild encore. Tu sais, les styles, il y avait encore, c'était style contre style. Il y avait, oui, les lutteurs avaient commencé à prendre le takeover un peu du MMA, là, surtout en 2008-2009. Mais il y avait encore un peu une essence pure au MMA qui était un peu funky, là. Ouais, puis surtout Elite FC. C'est Elite FC. Ouais, Elite FC, ouais. C'est ça, c'était encore Street Fight, là. Ouais, ça faisait UFC dans les ben, c'est dans ça. les débuts. C'était vraiment, là, c'était bon ces cartes-là, parce que, tu sais, vraiment, t'avais, encore une fois, t'avais, tu sais, il n'y a rien de mieux qu'écouter du MMA, un freak show, un bon combat. Un freak show, un bon combat. Moi, j'aime bien ça, la formule. Genre, j'ai eu 5 combats principaux. J'en ai 2 ou 3 qui ont vraiment pas rapport. Que t'es genre, un qui est sûr de gagner, l'autre qui est sûr de perdre. Puis t'as 2-3 bons combats. Je trouve que ça garde un peu l'essence du MMA, OK? Mais si on retourne au combat Slice contre Petrozelli, écoute, c'était tellement des bonnes années. Là. On parle de 2009, 2010. Puis, tu sais, je me rappelle que, tu sais, quand ce combat-là était arrivé, regarde, j'allais ici, c'est 4 560 000 viewers on CBS, OK, télé nationale. Et juste avant le combat, tu avais eu Jake Shield contre Paul Daly. Fait que tu sais, il y avait quand même des bons combattants là-dessus. Ah, ok, ouais. Ouais, tu avais eu Andrei Arlovski contre Ron Nelson. Gina Carano, la belle Gina Carano. C'est celui qu'elle avait perdu? Non, elle avait gagné. Elle avait perdu après contre Cyborg, mais elle avait gagné ce combat-là. Mais j'avoue, c'est une super carte. Ah, ça. mais ça, tu sais, je vous dis, tu sais, comme là, on parle sur le podcast, ben allez voir cette carte-là, c'est Elite XC, c'était en 2008. Puis c'est sur la carte, comme je l'ai dit, t'avais Kimbo Slice contre Seth Petrozelli. C'est quoi qui est arrivé pendant ce combat-là? À la surprise de tout le monde, écoute, Kimbo était vraiment favori. Puis c'est drôle parce que on savait pas, on savait les fans qu'il fallait tune-up pour le fight, mais on savait pas contre qui Kimbo Slice allait se battre. C'est ça qui est vraiment, c'est ça qui était fou en plus. Fait que ça a quand même déjà 4,5 millions de personnes, mais personne ne savait contre qui allait se battre. Puis pendant le broadcast, on a annoncé que Seth Petrozelli, qui était un ancien de Ultimate Fighter du UFC, avait accepté un montant pour venir se battre à LATX. OK? Puis, mais lui, il était pas supposé de se battre sur la carte, là. Non, il était pas là. Ils l'ont appelé last minute Seth Petrozelli, puis je pense qu'il avait donné, c'est ça, c'était 50 000 flat. OK? C'était 50 000 flat pour Seth Petrozelli, puis c'était 500 000 pour Kimbo Slice. OK? Et je pense qu'il avait accepté le combat le jour même. Seth Petrozelli, le combat était rigid. Comment c'est arrivé pour la peser? Je comprends pas. Seth Petrozelli, le combat s'est fait à heavyweight. Puis Seth Petrozelli se battait c'était un light heavyweight, là, puis c'était pas un gros light heavyweight. Là. Mais il se battait dans ce temps-là à light heavyweight, puis il avait fait Ultimate Fighter, puis il avait fait 2 combats dans l'UFC avant. Fait que, c'était quand même un nom assez connu. Puis, écoute... c'est un nom assez connu. Moi, je m'en souviens, je savais aucune idée c'était qui. C'était pas un... Je pense que pour les hardcore MMA fans, le monde savait c'est quoi, parce que dans ce temps-là aussi, tu sais, si tu regardes tous les épisodes de Ultimate Fighter, c'était dans les bonnes années, là. Okay? Fait que c'était quand même un gars qui avait été mis un peu sur la map, là. Mais bon, c'était pas un gros nom, je te dirais, pour les casual fans. Mais bon, tout ça pour dire que c'est arrivé, c'est que... Puis tout le monde s'attendait à ce que Kimbo Slice gagne, là. Tu sais, c'était comme... Fallait que Kimbo Slice gagne, ça faisait partie du show. Puis Seth Petrozelli l'avait knocké en 14 secondes. OK? Puis je me rappelle que... Il y avait eu comme un... Genre, je me rappelle même que le commentateur avait screamé à la télé « Rocky is here! Rocky is here! » C'était tellement une surprise générale. Puis Kimbo s'était fait cut avec, je pense, une main droite là, en haut de l'œil. Là, quelque chose de... C'était banal. C'était comme vraiment un bad luck. Il s'était fait prendre avec ça. Puis
Kimbo Slice avait perdu ce combat-là en 14 secondes, puis ça avait un peu mis fin à la compagnie Elite XC. Ouais. Fait que ces compagnies-là, c'est un peu comme... tu sais, tu te rappelles de Affliction? Affliction, quand Josh Barnett avait popé pour stéroïdes, mais ça avait mis fin un peu à l'organisation Affliction. Tu sais, des fois, quand... Je m'en souviens pas. Ces organisations-là, un petit peu, tu sais, c'est pas solide comme le UFC. Fait que des fois, un peu des détails comme ça peut... tu sais, une défaite du Golden Boy de la compagnie, ça peut mettre... Golden Boy qui était Kimbo Slice. qui était Kimbo Slice, ça peut faire mal à la compagnie. Fait que... vous irez voir cette carte-là au complet. Comme je dis, il y a Gina Carano dessus, Andrei Arlovski, Jake Shield, puis évidemment le combat Kimbo Slice contre Seth Petruzelli. Un autre moment marquant du MMA qu'on peut dire, puis on va faire un lien justement avec ce qui est arrivé avec Conor et Khabib récemment. Quand on a eu le fameux brawl entre Khabib et Conor après le combat. Mais ce que peut-être peu de gens savent, c'est que c'est pas le premier huge brawl qu'on avait vu dans l'MMA. C'est sûr que tu vas me dire, oui, il y a eu des petits brawls dans tout plein de shows locales, on va dire. Mais il y avait quand même déjà un huge brawl à la télé nationale, qui est le fameux Strikeforce Nashville Brawl. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là. Ouais. OK. Qui était... puis encore une fois, pour ceux vous irez voir, parce que la carte est vraiment excellente. Tu avais sur cette carte-là en fait, le Brawl est parti. OK. Je vais juste le sortir ici. Mais le Brawl était parti entre Jason Mayhem Miller. On a eu la brillante idée d'amener Jason Mayhem Miller sur un octogone après un combat. Okay? C'est Jake Shield aussi. Hein, ouais. En fait, il avait amené Jason Mayhem Miller pour défier Jake Shield. Okay? C'est quoi le combat que Jake Shield c'était Jake Shield contre Dan Anderson. Okay? Oh, ok, ouais. C'est Jake Shield contre Dan Anderson. On se rappelle que Dan Anderson avait assommé Jake Shield. Il avait gagné 18 au premier round. Puis Jake Shield avait gagné les 4 derniers rounds assez facilement. Okay? Mais ça, je me rappelle de ce brawl-là. Écoute, ce qui est arrivé, c'est que Jake Shield venait de battre Dan Anderson. Puis un bon ami à Jake Shield, c'est Nick Diaz. Okay? Mais les deux Diaz étaient là. Ouais, les deux Diaz étaient là. Ouais. Je me rappelle, les deux Diaz étaient sur l'octogone. Il y avait même Gilbert, je pense. Gilbert qui était là. Gilbert s'était battu contre Shinya Aoki, qui avait battu 50-45 de mémoire, là, les 5 rounds. Et il avait fait monter Jason Miller sur l'octogone pour venir défier Nick Diaz. Jake Shield, non? Oui, pour défier justement Jake Shield. Mais de mémoire, Jason Miller s'était attaqué directement à Nick Diaz parce qu'il y avait une situation entre les deux depuis qui datait d'un certain temps. Mais attends une seconde, c'est pas de là que ça vient, Don't Be Scared Homie? Don't Be Scared Homie, ça vient de là. Ouais. Le fameux Don't Be Scared Homie, c'est Jason Miller qui lançait ça à Nick Diaz. Mais pourquoi c'est devenu le catchphrase de Diaz? Ben, non, mais je pense Diaz donnait un peu ce catchphrase-là, mais je pense que Jason Miller l'a Jason Miller l'avait un peu niaisé avec ça, puis c'était pas mal. C'est là qu'un peu le Don't Be Scared Homie avait été un peu popularisé parce que ce combat-là, c'était sur la télé nationale encore une fois. Là, c'était quand même des grosses cotes d'écoute aussi. Puis, tout ça pour dire qu'évidemment, il y a un méga brawl qui avait éclaté. Là, vous irez voir ça sur YouTube. C'est quoi qui t'est arrivé? C'est quoi? Miller t'a embarqué sur le ring puis... Ben, un des Diaz avait push Miller. Miller avait repoussé en poussant et là, le brawl avait vraiment complètement éclaté sur... puis il avait mangé des coups de poing. Hein? Ouais, il y a des coups qui s'étaient donnés. T'avais Jason Miller, t'avais les Diaz Brothers, t'avais Jake Shield, t'avais Cesar Gracie dans ce temps-là, qui était un des coachs à Jake Shield. Ça avait vraiment brassé. Puis il y avait eu la fameuse phrase qui était sortie, puis qui a été reprise par la suite, parce que le commentateur à la télé, qui est clairement pas un gars de MMA habituellement, qui avait dit « These things happen in MMA ». Je sais pas si tu te rappelles de ça, c'est resté comme il y a des memes là-dessus, genre « These things happen in MMA ». Mais comme « These things never happens in MMA », genre ça n'arrive jamais, là. Puis ça avait tellement fait une mauvaise presse pour le sport à ce moment-là, parce que c'était en 2010, puis tu sais, le MMA n'avait pas encore kick-off comme un kick-off présentement. Fait que, tu sais, le fait que lui dise ça à la télé nationale, ça avait fait mal au sport. Je me rappelle même que Dana White avait été fâché de ça, puis il avait dit que c'était un crise de sang décent. Ouais, Dana White, c'est Dana White, là. Mais tu avais eu aussi sur cette carte-là, comme je dis, le combat principal, c'était Jake Shield contre Dan Anderson. T'avais Gilbert Melendez contre Shinya Aoki. Shinya Aoki, qui est un spécialiste de soumission japonais. Malheureusement, il avait perdu ce combat-là, mais vous pourrez aller voir ce highlight de Shinya Aoki. C'est peut-être un aussi des seuls gars qui a plusieurs standing submissions. C'est assez rare à MMA. Ce gars-là a réussi à soumettre des gens debout, à faire des clés de bras, des wrist locks en MMA, ce qui est
extrêmement difficile qu'on voit Il jamais. avait même fait un reverse omoplata, je pense. Ouais, il avait réussi à lander ça. Vous pouvez le voir justement, ce mission-là dans ses highlights. Je me rappelle aussi, c'était tellement des bons temps dans MMA, c'était avec King Mo qui avait battu Gegard Mousasi 50-45. Là. Hey, c'est vrai. Ça, là, ça m'a toujours impressionné. Ça m'a impressionné que King Mo avait battu Mousasi, parce que King Mo, tu sais, il est pas mauvais. Mais il était meilleur avant King Mo qui est présentement. Ouais. Ouais, King Mo, là, dans ce temps-là, King Mo, puis il avait... C'est à partir de là qu'il a commencé à porter sa couronne. Ouais, puis il y avait eu une légendaire interview de Ariel Helwani à King Mo après le combat. Puis tu sais, King Mo, tout le monde, ceux qui le connaissent, là, c'est un personnage. Là, il est à Bellator maintenant, King Mo. Puis je me rappelle qu'il était couché genre dans le locker room, puis genre il regardait le ciel. Puis Ariel Helwani avait fait comme une entrevue avec lui, comme couché à côté de lui, genre. Puis King Mo, il était tellement ailleurs, puis il disait qu'il était le king, puis que c'était genre le roi du monde, puis genre Ariel Helwani, puis il avait fait une entrevue vraiment couché à terre dans le vestiaire, que c'était vraiment vraiment un bon temps du MMA. Tu sais, il y a encore l'aspect cirque, là, tu comprends? Ouais. Tu sais, Strikeforce aussi avait un peu cet aspect-là, là, tu sais, tu fais une interview à un gars qui est couché à terre, genre... puis qui parle, qui crie qu'il est Dieu, puis que là, maintenant c'est King Mo avec sa couronne, puis... fait que, ouais, c'était vraiment c'était une autre bonne carte à... Comment il l'avait battu, Mousasi? Il l'avait juste amené au sol? Ouais, c'était pas mal il contrôlait la transition, l'avait amené au sol, puis je pense que dans ce temps-là, Gegard avait été vraiment surpris, parce que Gegard, écoute, c'était un vétéran en 2010 déjà, le gars Mousasi, c'était battu. Mais Gegard, par exemple, il y avait un problème de takedown defense. Takedown defense, ouais, qui a pas mal corrigé avec le temps, on dirait, Ouais. mais à ce moment-là... Je suis d'accord. Mais, tu sais, quand même, en 2010... Écoute, quand King Mo l'a battu, OK, Gegard était sur un win streak de, je pense, 20 victoires. Là. Quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, excuse-moi, 15 victoires. 15 victoires de suite, puis il n'avait pas perdu, ça faisait 4 ans. C'était qui le dingue qui l'avait battu? C'était en 2006. Akihiro Gono. Tu te rappelles de lui? Ouais, c'est lui qui l'avait battu avec un handbar. Je pense que c'est un gars de judo, je me trompe pas, ça. Hein? Ouais. Ben tout le monde qui est du Japon, il avait pas mal un background de judo. Là, non, mais je pense qu'il utilisait ce gars-là, son judo, comme. Je pense que c'était quasiment une signature, là, mais je pense qu'il avait un style. En tout cas, je me rappelle, je sais que je battais dans Pride. Là. C'est qui l'a battu en premier, King Mo? Sa première défaite en mots. Ça, écoute, c'est loin. Là. Bon, c'est un gars pas connu. Mais regarde, tu sais, comme. C'est ça, hein? King Mo avant qu'il perde. Ah non, excuse-moi, là, je suis à Mousasi. Non, King Mo. C'est vrai, man. C'est. Oui, Raphaël Cavalcente, qui s'est battu au UFC, je crois, quelques combats, mais qui n'a rien fait de bon. Il avait perdu par TKO. Mais après ça, King Mo, c'est un peu étrange. Il a gagné des combats, mais ça n'a jamais été convaincant. Tu sais, il est quand même, si tu regardes, King Mo, il est 21-7. Mais c'est jamais élégant, ces victoires. Ouais. Il a gagné le Ryzen, il a gagné le tournoi Openweight Ryzen, c'est en 2015, je crois. Là, Combien il a gagné pour ça? Il a gagné en argent. Ouais. Je me rappelle plus, mais c'était six figures. C'était pas des millions, là, mais je pense que c'était un six figure. Puis il s'était battu à Ryzen en 2015 avec les souliers de lutteur. Il avait mis ses souliers de lutteur. Ouais, ça je m'en souviens. Ouais, au début, il arrivait pas tout le temps avec ses souliers de lutteur. Ben, je pense pas qu'à Bellator tu pouvais, là, ou ni à Strikeforce. Ben, il a pas commencé à Bellator, il a commencé dans une espèce de ligue. Ben, écoute, moi je l'ai connu à Strikeforce, là, mais avant ça, il se battait à World Victory Road Prison au Japon. Fait que ça se peut que oui, dans ce temps-là, il y avait le droit, mais moi je l'ai connu vraiment dans Strikeforce. Fait que ça, je vous dirais, c'est des bons moments du MMA, des bonnes cartes que vous pouvez aller voir. C'est quoi le troisième que t'as? Le troisième que... Attends un peu, je vais le sortir ici. Là. Ben, ça me fait penser, je veux pas passer sur silence. Allez, on parlait tantôt de Jason Mayhem Miller. OK? Ça, c'est un autre. Si vous avez des fights à regarder, là, des fois, vous avez un peu de temps à perdre puis vous voulez garder des bons combats. Là. Mais, comme, oui, Jason Mayhem Miller récemment a perdu sa tête. Là. Je pense qu'il y a des gros problèmes mentaux. Là. Ouais. Mais Jason Mayhem Miller a vraiment des combats légendaires. Jason Mayhem Miller contre Georges Saint-Pierre, man. Ça, c'était... Georges qui avait fait un axe kick dans son chest. Ouais, c'était... Au sol. Ouais, c'était très, très solide, ça. Là. Ouais. Puis, ben, justement, on peut parler de ce combat-là. C'était à UFC 52. Une des meilleures entrées de l'histoire du MMA, c'est Jason Mayhem Miller contre Georges Saint-Pierre. Son entrée vers le ring, qui rentre avec un masque
et de l'argent dans les mains avec des gold teeth. OK? Il était rentré contre George avec des. C'est dans le temps que tu peux faire ce que tu voulais. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu es rentré avec un masque, puis il lançait de l'argent dans les estrades. OK? Puis la veille, Jason Miller était sur la balance. Il avait pas fait le poids. Il était sorti de la balance. Il avait enlevé ses dents en or. OK? Il avait genre des platinum teeth. Ils les avaient enlevés, il était retourné sur la balance et il avait fait le poids. OK? Ça, c'est une vraie histoire. Là. Ça, c'est un combat contre Georges Saint-Pierre à UFC. Là, OK? Puis, ouais. Puis je me rappelle ce combat-là, justement, Jason Miller contre Georges Saint-Pierre. Tu sais, c'était très serré. Là. Dans ce temps-là, c'était pas mal les. C'est pas si serré. Non, mais t'as peur. Je te dis pas que le combat était serré, mais avant le combat, c'était très. On donnait beaucoup de chance à Jason Miller. Ben, je pense que le monde donnait plus de chance à Jason. Quasiment, là, tu sais. Puis on disait que Jason Miller, c'était un prodige au sol, puis que c'est le futur champion, puis whatever, mais. Il s'était battu à 170 livres contre George, mais Jason Miller, c'était une erreur, là. C'est pas un 170 livres. Là. Écoute, il est arrivé sur le ring, il avait l'air d'un squelette, là. Puis George était beaucoup trop fort physiquement pour lui. Je pense que la différence, c'est que, bon, oui, George était un meilleur combattant que Miller, évidemment. Mais George était tellement fort physiquement dans ce combat-là que Miller avait été surpris. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était hypé comme étant comme les deux best prospects welterweight in the world. Okay. Jason Miller contre Georges Saint-Pierre. Fait que ça avait été bon. Le dernier combat qui est pour ceux qui l'ont peut-être jamais vu, mais tu sais, on parle de Conor qui s'est battu contre Floyd, là, mais il y en a qui le savent, là, okay? Mais pour ceux qui le savent pas, il y a quand même un champion du monde de boxe qui s'est battu dans le UFC, puis pas en 98. Okay? Ouais, je sais que tu vas, là. OK? Mais pour ceux qui se rappellent pas, mais James Toney, OK, qui est plusieurs fois champion du monde de boxe, s'est quand même battu dans le UFC en 2010. Et ça a été... Tu sais, Conor Floyd, là, c'était le plus gros en termes de magnitude, puis c'était très, très gros, mais... Si on se rappelle, comme je l'ai dit, James Toney qui s'est battu contre Randy Couture en 2010. OK? Puis en passant, on a fait beaucoup d'argent ce combat-là aussi. Parenthèse. Mais. As-tu fait 100 millions? Hein? As-tu fait 100 millions? Non, pas. Bon, ben, c'est pas beaucoup d'argent. OK, c'est bon, c'est bon. Quelques milliers de dollars. Juste Il avait fait 250 000, non? 300 000? James Toney était payé, je pense que c'était 250 ou 300 000. C'était quelque chose comme ça. Je pense que c'était sur la carte BJ Penn contre Frankie Edgar, le numéro 2. Non, le numéro 1. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est pour aller voir James Toney qui s'était battu contre. James Toney avait fait. Je l'ai ici. Là. James Toney a fait 500 000 flat. Ce combat-là. Okay, pour se battre contre Randy Couture. Mais James Toney, c'était un boxeur à ce moment-là qui boxait encore, qui était plusieurs fois champion du monde de boxe. Fait que c'était pas un gars qui avait 75 ans non plus, là, puis qui était champion du monde. Il avait pas 75 ans, mais. Il avait non, mais c'était pas. C'était un boxeur, là, je veux dire, c'était en 2010. Il était à la fin de sa carrière. Oui, il était à la fin de sa carrière. Il a fait ça pour faire une passe d'argent. Une passe d'argent. Mais ce combat-là, je me rappelle que Randy Couture avait fait un single leg. Puis, vraiment bas, hein? Très très bas. Il avait shooté vraiment vraiment loin. Il a fait un single leg. Puis il avait très facilement submit le boxeur James Toney. Mais qu'est-ce qui était drôle en plus, c'est que James savait pas comment taper. Oui, c'est ça. Il avait essayé d'agripper l'arbitre pour lui dire d'arrêter. Genre arrête, genre c'était moi. Il pouvait pas respirer, il pouvait pas parler, il faisait juste l'agripper. C'était quoi? Je pense que c'était un arm triangle. Je pense que c'était un arm triangle. Ouais, c'était un arm triangle choke qu'il avait eu. Puis, mais je me rappelle que James Toney s'était même pas entraîné à MMA. Il a dit qu'il voulait pas s'entraîner à MMA puis qu'il voulait juste. Puis je me rappelle qu'avant, ça faisait à peu près un an qu'il courait après Dana White dans tous les galas pour se battre sur un gala UFC. Il harcelait Dana White dans tous les galas pour dire je veux me battre sur une carte du UFC. Puis à un moment donné, comme Dana, il a dit ok, on va te donner ta chance. Puis il s'était même pas entraîné. Puis Randy Couture l'avait submit là, vraiment, vraiment facilement. Là. Mais tu sais, on parle, tu sais, pas mal tout ce que je parle, tu sais, c'est tout des. Tu sais, 2008, 2009, 2010, 2011, là, c'est des bonnes années du MMA. Là. Il y a vraiment les cartes que je vous parle, là, c'est des combats ou des cartes à aller regarder. Tu sais, s'il y avait vraiment un essence, tu sais, si tu regardes un peu présentement le MMA, c'est encore bon, mais tout le monde est bon. Hein. Ce qui arrive, c'est que. Ouais, le monde c'est vraiment devenu très professionnel comme sport. Là. C'est très professionnel, les fighters sont vraiment bons. Qu'est-ce qui est très bien, mais il y avait quelque chose de.
Il y avait quelque chose de le fun, il y avait quelque chose d'un petit peu animal là, dans les anciennes ligues. Ouais. Mais surtout Pride, là, ceux qui connaissent pas Pride, je vous encourage à aller voir les combats. C'était. Moi, le seul problème que j'ai avec Pride, c'est que tout le monde prenait de la sauce. Là. Ouais, mais ça c'est. Tu te rappelles de Wanderlei Silva avec son mouvement de main là? Ouais. Avant, là, il faisait bouger ses mains. Mais il y a beaucoup de stars qui sont nés là. Ah, non, mais ça c'était. Écoute, Pride, là. Encore une fois, là, ceux qui nous écoutent, qui ont tapé Pride puis aller checker des cartes, puis c'est vraiment des bons combats de C'était MMA. quoi les rounds, hein? C'était genre. Ah, il y avait plein de règles. Tu sais, souvent, puis Ryzen a pris un peu cette formule-là. Là, ils font un 10, un 5. Là. Tu sais, ils font des rounds de 10 minutes. Là. Un round de 10 minutes, Ouais, puis un round de 5 minutes. Un round de 5 minutes aussi. Puis c'est quoi les. Ah, c'est the whole fight. C'est pas des rounds par round. Ok, la décision, Ouais, c'est tout le combat. Ça, c'est bien. Là. C'est vraiment c'est le combat au complet. Okay? Fait que c'est pas round par round. Fait que C'est drôle, 10 minutes puis 5 minutes. Ah, 10 minutes, c'est vraiment drôle. Surtout quand c'est comme des heavyweights qui après comme 3 minutes sont gassed out. Puis pendant 5 minutes, ils se regardent puis ils font juste comme être comme essoufflés puis genre vouloir un peu se taper dessus. Là. Ça fait vraiment des bons combats. T'as-tu vu le dernier combat de Bob Sapp. De Bob Sapp? Ouais, j'ai vu. Je pense que c'est le premier combat que Bob Sapp a pas trop en genre 10 ans. Parce que Bob Sapp était sur un low streak de genre, je pense, 15 combats qu'il perdait de suite. Puis tous les combats qu'il perdait, il essayait même pas de gagner. Là. Il se présentait devant le ring, il donnait un coup ou deux, puis il tapait à terre, puis le combat est arrêté. C'est vraiment ce gars-là, c'est quoi? C'est une star en Asie? Ok, une autre chose, je prenais ça en note. Là, on dit beaucoup pour ceux qui nous écoutent, là, mais Bob Sapp, c'est un monstre. Ok? C'est un monstre, mais qui quand même a un certain knowledge à la base. Ok? Il a failli battre Nogueira. Hein? Oui, puis Bob Sapp, surtout ce qu'il a fait vraiment connaître, c'est ses 2 combats contre Ernesto Hoost. Hey, c'est vrai qu'il a battu. Ouais, allez voir ça. Ernesto Hoost contre Bob Sapp, c'était en kickboxing. Faut vraiment que vous allez voir ça. C'était un géant de comme 6 pieds 10, 400 livres, contre, à ce temps-là, le numéro 1 mondial en kickboxing. OK? Fait que c'était un méchant freak show de malade. Mais les combats ont tellement été bons qu'ils ont fait un bon documentaire aussi sur la rivalité entre les deux, entre Ernesto Hoost et Bob Sapp. Puis c'est vraiment bon, là. Tu vois un peu les conférences de presse, puis qu'est-ce qui lead au combat, puis tout ça. Puis c'est tellement drôle parce que tu vois Ernesto, c'est vraiment des bons combats en passant. Puis tu vois Ernesto Hoost qui kick dans les jambes, qui kick partout. Il a l'air d'un nain qui se bat contre un gars qui... Contre Goliath. Contre Goliath, ça n'a aucun bon sens. Puis tu vois Ernesto Hoost, il kick, il fait mal, puis à un moment donné, Bob Sapp, il commence à rentrer des droites, puis genre à donner des coups de marteau, puis des coups de massue, puis à rentrer comme un orgue dedans, puis là, tout le monde va être fou, c'est vraiment des bons combats, là. Et Ernesto Hoost contre Bob Sapp, là, c'était vraiment des bons combats, là, dans ce temps-là, là. Je pense que je vais les réécouter. Ouais, c'est vraiment des bons classiques à regarder. Mais là, le dernier, il a gagné, Bob Sapp, son dernier combat. Ouais, il y avait Cho, il était... Attends un peu... Ça, c'était en kickboxing. Il était sur un losing streak de genre, je sais plus trop combien. Là, mais en tout cas, c'était comme, il a gagné, mais il était sur un lose streak de 16 défaites de suite. mais il n'y a aucun combat qui a essayé de gagner. Il a tout perdu ses 16 combats au premier round. C'est quoi, le dernier, il a décidé de le gagner, genre? Je sais pas, ouais, il a décidé de se battre pour vrai. Là. Mais j'ai vu là, un petit peu, là, mais j'ai même pas vu la fin, mais l'autre gars, il avait de l'air comme lui, là, de pas s'entraîner. Mais l'autre gars, c'est un sumo, là, qui était à son premier combat en MMA, là. Mais ouais, ça fait longtemps qu'il essaie plus de gagner un combat, là. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Ça fait penser aussi, je regarde, là, il s'était battu à KSW, là. Mais ça, c'est une autre organisation que les gens peuvent aller regarder, là. KSW, c'est peut-être la seule organisation... présentement qui est réellement rentable à part le UFC dans le monde. Là. C'est vraiment spécial en passant. KSW? Oui, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est les Polonais. OK. C'est vraiment spécial, mais KSW, c'est en Pologne. Puis les fighters qui se battent là-dessus là, sont connus comme des joueurs du Canadien de Montréal. Okay? C'est vraiment un spécial comment c'est fait. Mais okay. c'est vraiment... Juste en Pologne. Ouais, c'est vraiment spécial. Ils ont réussi à développer un brand. J'ai lu beaucoup d'articles et de documentaires sur cette organisation-là. Puis si je me trompe pas, ils ont son numéro 2 dans tous les
dans tous les combats de l'histoire du MMA, pour attirer le plus de monde, ils sont numéro 2. Je pense qu'ils ont fait un gala qui a attiré quelque chose comme 70 000 personnes. KSW. Ah ouais, pis c'est quoi? C'est comme gros comme... C'est Il puis y a combien de personnes en Pologne? c'est ça qui est fou. Je sais pas la population, mais tu sais, écoute, clairement, c'est pas les États-Unis, là. Mais c'est quand même drôle qu'une organisation de MMA ait réussi à être rentable dans un pays. C'est comme un apport, on dirait. Tu sais, c'est comme. Ouais. Il essaie pas de percer nécessairement mondialement ou whatever, mais c'est vraiment en Pologne. Les gars qui se battent sur ce show-là, c'est des superstars. Tout le monde est bien payé. Les gars veulent pas aller au UFC. Ils restent là-dedans. Il y en a qui quittent vers le UFC pour se tester par eux-mêmes, mais ceux qui se battent là-dedans, ils font de l'argent, ils vivent avec ça. Les Polonais, ils écoutent ça, ils ont des gros deals de télé. C'est-tu juste des Polonais qui se battent là-bas? Non, c'est un peu partout, mais tu sais, comme Jan Blachowicz, qui est un top 3 présentement à 205 livres, c'est un superstar là-dedans. L'ancien bodybuilder, le Mariusz Pudzianowski, qui a fait les hommes forts, là, c'est une superstar. Pas lui qui fait de Montaigne dans Game of Thrones, ça? Non, mais c'est un peu dans le même genre de bonhomme, je te dirais. Ah oui, je me souviens de ce gars-là. Il Ouais. s'était battu 2-3 fois, il avait perdu contre Tim Sylvia, non? Ouais, exactement. T'as un gars qui s'appelle Mamed Khalidov, qui est une superstar, qui s'est fait offrir des contrats UFC souvent puis qui n'a pas voulu quitter KSW. Mais ce que je veux dire, c'est intéressant parce que, tu sais, si on regarde, tu sais, Bellator en soi, c'est sûrement pas rentable, mais c'est parce que c'est backé par Viacom. Viacom, ça vaut des milliards, OK? Après ça, One sont sur une grosse streak, mais One en tant que tel n'est sûrement pas rentable. Ils burn de l'argent présentement pour aller chercher des parts de marché. Ryzen, c'est probablement pas rentable. Fight Night Globals en Russie, c'était sûrement pas rentable, mais c'était backé par l'argent. Fait que, tu sais, c'est très tard de faire l'argent dans la MMA, puis il y en a beaucoup qui... On n'a pas les chiffres, là, mais ça serait logique de penser qu'il y a juste le UFC qui a un modèle d'affaires rentable et KSW en Pologne. C'est assez bizarre, là, tu comprends? Ouais. Puis comme je te dis, ils ont le deuxième... Ils ont le deuxième record de tous les temps pour le plus de monde attiré à c'est 57 000 personnes. Ils ont attiré 57 000 personnes à un combat. Puis je pense que le numéro 1 de tous les temps, c'est Ronda contre Holly Holmes en Australie. Je crois, là, ou c'est je crois que c'est le numéro 1. Ça, c'est le deuxième. Ouais, c'est ça. Incroyable. Moi, je pensais que c'était comme UFC de 1 à 100, tu Ouais. comprends? Mais non, c'est vraiment, là, écoute, 57 000 Polonais, puis c'est en Pologne, puis ils ont un deal de télé polonais, c'est vraiment spécial. Puis j'avais lu... J'ai recommencé à regarder ça. Ouais, il y a quand même des anciens combattants du UFC qui sont allés se battre là-dessus. Tu sais, je vois, t'as Paulo Thiago, Norman Park, Thierry Sakaju qui est populaire là-bas, qui a toujours donné un bon spectacle. Mais, Je l'aimais beaucoup, moi, c'est que tu as... ouais, il a vraiment donné des bons spectacles, ce gars-là. Mais mettez ça, tu sais, les cartes KSW, là, quand ils en font, je pense peut-être pas peut-être une dizaine par année, là, mais regardez-les. C'est quand même beaucoup, là. C'est plus que TKO, là, quand même. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. T'as TKO des bonnes cartes aussi. Man. Des très bonnes cartes TKO. Si on peut pas un petit mot, là, t'as quand même une bonne carte qui s'en vient entre Jourdain et Alex Morgan. Je pense que c'est un combat que les fans, ça donne des bonnes cartes. Écoute, on a bien beau dire ce qu'on entend de toutes les histoires sur Stéphane Patry, là, mais il y a des bonnes cartes. Honnêtement, moi je le dis tout le temps, là, je suis vraiment un très grand fan des espèces de voyage de tu sais, au début, là, quand ah on ouais, chie ouais, ouais, qui parle à la caméra, là. Ah ouais, c'est tellement drôle, là. ouais, c'est tellement drôle. Là. Ouais, ça donne un bon spectacle. TKO, honnêtement. Là, Je comprends pas que les combattants... Hey man, les combattants sont tellement forts en plus. de pas rire, là. Tu vois, moi, je de partir à rire complètement, là. Ouais, c'était des bons spectacles, TKO. Puis, t'as une bonne carte qui s'en vient encore une fois. Le dernier carte était vraiment bonne avec Médifort, puis... Ouais, du fort. Ouais. Ouais, c'est vraiment, vraiment une bonne carte, ça. Très, très bonne carte. Puis, ce qui s'en vient aussi, ça va être bon. Jourdain contre Morgan, très intéressant. C'est super intéressant, je pense que ça va être... On va vraiment c'est quoi ta prédiction sur Jourdain Morgan? Je sais pas. Pour de vrai, là, je trouve que Morgan est très sharp, mais je trouve que Jourdain, il est surprenant à souhait. Là. Je le trouve vraiment bon, Jourdain. Ouais. Mais... Qu'est-ce que tu vois? La main droite de Morgan, là... Ouais, elle est vraiment pas le fun. Elle est vraiment difficile à voir venir. Il la cache bien. Oui, elle cache super bien. Il cache vraiment super bien. C'est quoi, c'est son setup? Elle est très droite. La linéaire, hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est super tough à voir venir Alex. Là. Mais selon toi, comment
Qu'est-ce que Jourdain doit faire pour battre Morgan, puis qu'est-ce que Morgan doit faire pour battre Jourdain? Qu'est-ce que Jourdain doit... Moi, je pense qu'il doit faire ce qu'il a fait les autres fois, là, d'être imprévisible puis être un petit peu un fou dans la tête. Là. Mm-hmm. Puis je pense que Morgan, lui, il doit absolument être prêt à justement ça, là, qu'il switch de stance, qu'il fasse des flying knee, qu'il laisse pas imposer sa game. Là. Ouais. Je sais pas, il est comment le cardio de Jourdain. Il est-tu capable de garder Sûrement. Là, ouais. son Écoute, tempo? tu sais, Jourdain, ça fait partie là, des... Je le connais pas tant que ça, Jourdain, en fait. J'ai vu 2-3 combats, 2-3 finishes, très beaux, là, mais j'ai pas vu tous ces combats. Ah, écoute, c'est la nouvelle génération là, des combattants. Mais surtout, je pense que ce jeune-là, je le connais pas personnellement. C'est ironique, il est dans mon coin. Je connais bien son coach, Eric Bertrand, depuis des années. Là. C'est quelqu'un qu'on se connaît, ça fait 10 ans, là, moi et Eric. Puis, non, les Jourdains, je pense que la force aussi beaucoup, c'est leur préparation puis leur calme aussi. Tu vois que c'est des gars... J'aime beaucoup son petit frère. Je trouve que son Louis, petit frère, là, il est je très, pense qu'il très se bon. lance en passant en boxe, là, officiellement. Son petit frère? Ouais, je pense que Louis, Ok. un petit scoop, là, je pense qu'il se lance en temps plein en boxe. Là, je sais pas, là, écoute, il doit sûrement avoir la difficulté à avoir des bons combats. C'est souvent ça. J'ai pas la raison exacte. Mais personnellement, j'aurais aimé ça de le voir continuer en MMA. Là. Mais... Pourtant, il était quand même bon, ça. ouais, les deux sont excellents. Il Puis, s'était fait dominer par Wilson. ouais, un excellent lutteur, man. Ouais, mais un sinon, excellent lutteur. il a bien fait, je pense. Les Jourdains ont changé d'école de Jiu-Jitsu, en passant. Ils sont Ok. rendus avec BTT, entre autres. Mais il était où avant? À Gracie Barra. Ok. Ouais, ils ont changé vers BTT. Je pense qu'ils font leur jiu-jitsu au headquarter avec Fabio Landa. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va apporter. C'est sûr que bon, contre Morgan, je serais pas surpris que, tu sais, des fois on dit deux strikers, ça va finir au sol, mais non, je serais pas surpris que les deux veulent se tester puis ça reste debout. Ouais, Je pense moi que aussi, je pense que ça va rester c'est debout. deux gars qui ont une question, peut-être pas d'orgueil, mais je pense que c'est deux gars qui veulent se tester debout. Je suis sûr que Morgan, dans sa tête, pense qu'il va tuer Jourdain, puis je pense que Jourdain pense je pense que les deux, ils croient beaucoup à être supérieur à l'autre debout, fait que je pense que ça va jouer là. Mais je pense que Jourdain, sa force de moi, ce que je vois, c'est son calme, sa façon de parler, sa gestuelle. Je vois que c'est quelqu'un qui est prête, puis je crois que c'est quelqu'un qui va se rendre au UFC. Parce que, tu sais, au UFC, quand même bien qu'il y a des lacunes pendant un certain temps dans sa transition. Je pense que Jourdain, je pense qu'il le sait, là, sa problématique présentement, c'est peut-être juste son jeu de transition. Il y en a qui vont dire que c'est une grosse problématique, effectivement. Mais je pense que présentement, c'est une très grosse problématique, surtout que l'ère des lutteurs est revenue, là. Ouais, c'est vrai que là, on est là. On est très là. Par contre, je crois que, puis je vais faire un parallèle, tu sais, t'as Isra qui s'est battu, il s'est battu en fin de semaine, là. Je vais faire un parallèle. Stylebender. Stylebender, là, qui s'est battu en fin de semaine au UFC. Ouais, c'est un bon exemple, ça. Bon, mais Stylebender, tu sais, puis il était au podcast, il était sur un podcast cette semaine, Israël Adesanya. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir ça, Israël Adesanya contre Derek Brunson. C'est vraiment Israël, c'est un peu là, il va vous faire penser un petit peu à Anderson Silva avec une petite pincée de John Jones, la manière qu'il bouge, mais là, le lien que je fais avec Jourdain là-dedans, c'est que je crois quand même que puis tu sais, Israël en parlait longuement sur le podcast, puis je sais pas si tu l'as vu, c'était avec c'est sur MMA Hour, ok? Mm-hmm. Puis il en parle longtemps de la manière qu'il a développé son jeu de pied pour contrer des lutteurs. OK? Puis à date, ça a super bien marché. Là. Il a quand même affronté des gars qui savent lutter là, dans l'UFC. Puis je serais pas surpris. Puis comme je te dis, évidemment, j'ai pas d'informations sur le camp Jourdain, mais je serais pas surpris que ce jeune-là se développe. En tout cas, c'est ce que moi je conseillerais de faire. C'est de se développer un jeu de pied. Tu sais, je pense pas que la clé pour lui, c'est de devenir un lutteur, là. Mais je pense que son une bonne défense qui ouais, peut se relever debout. Il est tellement versatile, il est tellement fluide, il bouge bien, il est athlétique. Ouais. S'il se développe un jeu de pied pour contrer ça, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Parce qu'il y a clairement le striking pour aller dans l'UFC, mais il se faisait tellement amener facilement au sol contre... contre Laramie, là. Ouais, contre Laramie, là. Ouais. Tu sais, c'était comme... Vraiment facilement. Je me rappelle que je pense que son camp était surpris par la force de Laramie. Puis
évidemment, c'est clair qu'il y avait une lacune là-dessus. Puis, tu sais, d'après moi, Jourdain, il s'entraîne 7 jours sur 7. Il doit travailler là-dessus présentement. Ouais. Puis, comme je te dis, c'est clair que ça joue dans le jeu de pied parce que ce jeune-là est tellement fluide que s'il perfectionne un jeu de pied parfait, tu sais, si tu vois des Stephen Wonderboy Thompson, qui ne sera jamais un lutteur encore une fois, mais qui a tellement développé des styles bizarres, tu sais, des jeux de pied parfaits. Israël Adesanya, c'est la même chose. Regardez dans le temps Anderson Silva. Tu sais, c'est du monde tellement elusive, ils ont tellement des styles particuliers que je pense que ça peut devenir une problématique pour un lutteur. Tu sais, quand tu vois un lutteur qui shoot, puis ça marche pas après 2-3 fois, là, tu vois un peu la face, là. Le gestuel se m'a changé. Ça m'est arrivé, puis oui. Ouais, c'est là, t'es là, tu te regardes, t'es là, what the fuck, man. Que j'ai pas bien fait pendant le camp. Ah ouais, c'est ça. Mais je pense que le gagnant de ce combat-là, ça va être... peut-être que les deux vont se rendre au UFC, mais selon moi, le gagnant de ce combat-là va clairement se rendre dans l'UFC. Ils vont... D'après moi, Jourdain, il paraît bien, il est marketable. Là. Je pense que ça va jouer beaucoup pour lui. Je pense que ce jeune-là va se rendre au UFC. Oui, parce qu'il est bon, mais aussi parce qu'il est marketable. Là. Je veux dire, moi, je serais une compagnie je sais pas moi, de gants ou de n'importe quoi. Il paraît bien, il y a des abdos. Le UFC, il regarde ces choses-là aussi. Là. Le gars, est-tu marketable ou pas? Je pense que c'est important. Morgan, je pense que son plus grand skill, c'est pas le micro. Là. Okay? C'est particulier. Là. Mais, je sais pas, j'ai jamais entendu. Non, c'est peut-être pas. Je pense que c'est un combattant. Là, tu comprends? C'est un excellent combattant en plus. Là, mais je pense que Jourdain. J'ai jamais entendu au micro, mais pourtant quand je lui parle, moi je le trouve. Il est bien réparti quand même. Il parle pas mal, whatever. Là, il y a peut-être. Là, il faut que tu saches bien, je sais pas s'il s'exprime bien en anglais, mais il faut que tu saches bien t'exprimer en anglais rendu au UFC. Ben non, pas tant que ça, t'as pas besoin. Ouais. T'inquiète pas. Tu peux inventer des mots, ils font en semblant de te comprendre, là, c'est nice. Ok. Juste pour finir, tu veux-tu parler un petit peu de ta compagnie? Ouais, ben là, ceux qui savent pas, moi je suis propriétaire de la compagnie Nutrition Fit Plus. Puis ben écoute, je veux pas, on est plus là pour parler d'MMA, mais c'est un peu... dis juste qu'est-ce que tu fais. On est spécialisé beaucoup dans le repas préparé depuis plusieurs années, puis justement, on sert beaucoup de combattants et d'athlètes. En fait, c'est des repas préparés que les gens ils commandent. On a une plateforme web en ligne qui est nutritionfitplus.com. Les gens ils vont sur le site web et ils peuvent commander des repas préparés. Mais c'est des repas préparés qui sont, on peut dire, santé, plus équilibrés que ce qu'on trouve dans les épiceries. Les gens peuvent vraiment monter leur repas à leur façon. Il y a plusieurs façons de monter un même repas. Ça fait que peu importe si tu aimes manger beaucoup, peu de viande, avec glucides, sans glucides, tu peux vraiment faire tes propres sélections. Et par la suite, tu peux faire livrer tes repas. Tu peux également aussi acheter de la viande, mais tes repas ou ta viande, tu peux te faire livrer un peu partout au Québec. Fait que tu commandes en ligne, tu payes sur le site web et tu te fais livrer à domicile au bureau dans un point de chute. Fait que nous autres, ça fait près de 8 ans qu'on est en affaires. On est les premiers qui ont parti ça au Québec, là, ces types de concepts-là de repas santé. Là. Maintenant, il y en a pas mal partout, là, mais quand on a parti ça... là, il y en a moins, là, cette semaine. Ouais, il y en a un de moins. Il y en a un petit peu moins, là. En tout cas, il y en a peut-être un de moins, là. Mais, ouais, ça fait quand même une couple d'années ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Puis, il y a évidemment beaucoup de combattants et d'athlètes professionnels qui commandent chez nous. Mais vous me commanditez depuis, 4 ans? 4 ans, à peu près. Ouais. Je pense que c'était ton combat où est-ce que tu avais gagné par Invert... Triangle. Invert Triangle, hein. Ouais, ça se peut, mais... Moi, c'est juste ce que je mange là, quand je suis en training camp. Ouais, c'est pratique, je pense. Ouais, c'est super pratique, puis c'est bon, là, fuck. Fait que, c'est bien parfait. Fait que, s'ils veulent commander nutritionfitplus.com... Ouais, nutritionfitplus.com, vous faites vos choix de repas ou de viande que vous voulez sur le site web, vous payez en ligne, puis vous choisissez où vous voulez faire livrer votre commande. Au Québec, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, cool. On va refaire ça. J'ai trouvé ça le fun parce que j'ai appris bien des affaires. Ouais. On n'a pas fait les 5 combats, mais on a fait 4, je pense. 4, ouais. Mais on fera ça, les... vous nous direz comment vous aimez ça, puis peut-être un format qu'on pourrait essayer aussi la prochaine fois, c'est... On peut parler aussi de l'actualité. Il y a toujours plein de sujets dans l'actualité du MMA. Peut-être
Ben, je l'ai pas tombé trop dans informatif, le podcast. Ouais, c'est une bonne idée. Parce que tu sais, tu veux pas qu'à chaque semaine, je fais juste parler Des combats. Des combats. Je voulais vraiment recevoir des combattants. Là. Mais tu sais, c'est sûr, comme là, cette semaine, il s'est passé quelque chose de spécial avec Floyd Mayweather et Tension. C'est pour ça que je t'ai invité. Là. T'as aussi Ben Askren qui... Excuse-moi, fallait que je le plug. Là. J'aime bien Ben Askren, c'est pour ça. Contre Robbie Lawler. Là. Fait que... C'est de la crise de merde, ce match-up-là. Pourquoi t'aimes pas le match-up? C'est de la merde, ce match-up-là. Si Ben Askren, il a genre envoyé chier tout le monde sur Twitter. Le seul qui a pas envoyé chier, c'est Robbie Lawler. Robbie Lawler, tu veux le voir contre un gars de striking. Mais c'est un point match-up qui est facile pour Askren, mais le UFC a drop the ball. Je sais pas. Le UFC a drop the ball parce que il y a pas d'histoire entre les deux. Tu veux Ben Askren quand il se bat, tu veux qu'il y ait du trash talk. Puis là, tu vois que les Fertitta Brothers sont plus là. Le UFC, là, depuis que ça a été vendu, là, ils font des erreurs comme ça, dans le sens que Ben Askren, là, fallait qu'il se batte contre Darren Till ou... il devait clairement se battre contre Darren Till. Il devait clairement se battre contre Darren. Il y a un storyline. Là, il n'y a pas de storyline. Parce que Ben Askren, il respecte Robbie Lawler. Fait que le trash talk sera pas bon. Là. Ben Askren, non, mais Robbie, il fait pas de trash talk. Mais non, c'est un bon gars. Qu'est-ce que tu veux dire à ce gars-là? Ouais, comment tu veux le trash talk? Le gars, il a fait les meilleures guerres au monde. Il est bon. Il fait de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire à ce gars-là? Tu peux pas le trash talk. T'as rien à y dire. Comme Robbie Lawler, tu peux pas rien y dire. Il est bon. Il fait penser un petit peu à Rory, en fait. Là. Ouais, même genre de personnes là, qui sont juste là pour se battre. Des tueurs, là, des gars savage, là, savage en mort. Là, fait que, non, je suis vraiment déçu du match-up, je vais t'avouer. Là. Ouais, moi aussi. Je t'ai convaincu, il y a 2 secondes, t'étais vraiment content. Non, mais je suis content. Non, mais je crois que le combat en soi est le fun sur le ring. Mais ce que je suis déçu, c'est qu'on ne pourra pas voir le trash talk de Ben Askren à son meilleur. Parce que Ben Askren, c'est pas ces combats qui sont le fun, ça je peux te jurer, là. Mais c'est vraiment les lead-up to the fight, là. Tu sais, Ben Askren, c'est l'école à la Chael Sonnen, Front Row Bryan, c'est toute cette clique-là, là. Ouais. C'est une clique de trash talkers qui sont excellents, là. Fait qu'allez dessus sur Twitter, Ben Askren, c'est... Il est très bon, il était très bon cette semaine sur Twitter. Oh, il est vraiment... on dirait qu'il a réveillé la division, là. Il a vraiment réveillé la division des 170 livres avec son trash talk. Ouais, c'est pas con, ça, que tu dis, par exemple. Il a fait... Ouf, tout le monde a été put on notice, là, tu sais, vraiment. Puis je pense que le monde, ils veulent pas se battre contre. Tu veux pas te battre contre Ben Askren. Non, qui veut se battre contre Ben Askren? Tu sais, comme. Il est pas encore très connu. Il a un style. Peut-être le seul qui voudrait se battre contre Ben Askren, c'est Damian Maia. That's it. Oh, man, ça. Mais là, Maia, écoute, Askren le démolirait présentement, mais mettons, le 3-4 ans, ça aurait fait un excellent. Tu penses? Ouais, tué. Non, Maia, il est fini, là. Je pense que Usman a mis le dernier clou dans le cercueil, là. Mais ça s'est fait vite, parce qu'un gars comme Maia, quand t'arrives à 40 ans, là, t'es tout le temps en 1 ou 2 combats, puis à un moment donné, paf! Tu sais, quand on bête avec Mike, là, quand on bête sur des gars de 39-40 ans, qui est toujours un peu plate, c'est pas trop pourquoi, mais il y a un matin que ce gars-là va se réveiller puis il est plus bon. Ouais. Tu sais, c'est normal, ils ont 40 ans, mais à 40, là, tu vas voir, il va faire un combat, il va être dominant, le combat d'après, il est pourri. Pourquoi? Donc non. Mais c'est ça qui est arrivé à Damien Maia. Il y a comme, à un moment donné, classe, ça a pété, puis ça, il est plus là, pantoute. Ben moi, j'ai l'impression que c'est juste qu'il a commencé à se battre contre des lutteurs, là. Ouais, il est lent aussi. Tu sais. Mais il y avait une bonne lutte. Je sais pas, on s'entend, Maia, sa lutte elle s'est extrêmement améliorée de, mettons, 35 à 39 ans. Là. Tu sais, comme de 30 à 35 ans. Ouais, sa lutte était devenue très bonne. Ouais, c'était vraiment. Puis je pense qu'il s'était mis à lutter avec des lutteurs, puis c'était vraiment fait ça. Mais écoute, l'âge te rattrape, là, à un moment donné. T'as 40 ans. Il a fait des guerres, là, ce gars-là aussi. Là. Ouais, il en a mangé des coups. Il en a mangé des coups. Il s'est fait knockdown. C'est un gars qui faisait knockdown, puis se relevait. C'est un gars qui se faisait dropper souvent. Là. En passant, un autre combat à noter, Jake Shield contre Damien Maia, en passant, c'est un antonyme du combat au sol. Je sais pas si tu te rappelles de ce combat-là. Là. Non, je l'étudie, ce combat-là. Je l'étudie souvent. Là. C'est fou, hein? C'est-tu un excellent combat? Allez voir ça. Jake Shield contre Damien Maia. Puis, sortez votre crayon puis notez round par round parce que ça vaut la peine. C'est pas un combat qui est facile. Ben moi, j'avais clairement Shield qui gagnait ce combat-là. Moi aussi, mais... Clairement. T'avais quoi comme carte? Peut-être je donnais un round à Maia. Moi, j'avais 48-47, là. Ok. Mais c'est un excellent combat. Ouais, c'est un excellent combat. Puis, tu sais, j'ai roulé avec Jake Shield, là, puis... t'as roulé récemment, je pense, avec Jake Shield. Ouais, récemment, puis le gars, il est super lancé au sol, là. J'aimerais ça... Qu'est-ce que Jake Shield fait de spécial? C'est sa pression, man. C'est son pressure, hein? Ouais, c'est son pressure. Il est comme explosif, mais explosif bizarre. Ouais. Puis il est awkward un peu, là, mais...
son pressure pass, il était très bon. Mais je pense qu'il était reconnu longtemps comme étant the best pressure pass in MMA. Là. Ouais. All MMA. Là. Puis tu sais, j'ai roulé avec, Mike a roulé avec, puis les deux, on était d'accord que... Ouais, Mike a pas aimé ça qu'il m'a dit. Non, il dit il a volé mon âme. Ouais. J'étais bien content qu'il me dise ça. J'étais Mike, ton petit berimbolo gay. Là. Je pense que Jake Shield était mis ça aux poubelles, ça n'a pas été long. Jake Shield, moi je me rappelle son premier combat au UFC contre Martin Kampman. Après 1 minute, il était full mount. Là. C'était vraiment. Tu sais, quand il était vrai au UFC, le monde ne le connaissait pas. Puis le seul qui avait comme peur de lui, c'était Georges Saint-Pierre, dans le temps, qui disait à tout le monde non, ce gars-là, il est for real, this guy is for real, this guy is for real. Puis tout le monde ne sait pas c'était qui, mais Georges, je me rappelle, avant qu'il l'affronte également, il le prenait vraiment au sérieux. Là. Puis c'était pas pour niaiser. Là. Ben, c'est le premier qui a fait perdre un round à Georges. 2 rounds. Il y a 2 juges qui avaient donné 2 rounds à Jake Shield, qui est discutable. Là, mais écoute, Georges n'avait pas perdu de round depuis des années, puis Jake Shield a réussi à gagner 2 rounds sur 2 La dernière fois, je pense qu'il a perdu un round, c'était comme contre BJ Penn. À ce moment-là. Là. C'était. Ouais. C'était pas contre BJ Penn la dernière fois qu'il avait perdu. Oui, BJ Penn, quelqu'un peut dire que BJ Penn a battu Georges. Là. Je pense qu'il y a un argument pour ça. Là. Ouais, il y a un argument pour ça. Moi, j'ai écouté 10 fois ce combat-là, là, puis il y a un argument que BJ Penn a gagné contre GSP le 1, pas le 2, là, évidemment. Là. Mais, puis en passant, c'est une autre carte, ça aussi, là, on sort beaucoup de knowledge, mais prenez des notes. Allez écouter la UFC 58, OK? Georges Saint-Pierre contre puis ça, man, je vais donner un shout-out à David Loiseau en passant là, sur le podcast là, parce que si on parlait justement des bonnes ères, des bons eras du MMA, David Loiseau, on est plus dans le 2004 à 2008, mais UFC 58 c'était Canada contre États-Unis, ok, le UFC avait fait ça, Canada contre États-Unis. C'est vrai. T'as eu des écoute, il n'y avait pas Vigneault aussi qui s'était battu. Vigneault est allé se battre, ouais. C'est lequel qui s'était battu? Écoute, cette carte-là, je fais toujours. Vigneault s'était battu. Là. Mais ouais, pour finir, mais. Donner un shout-out. Tu sais, t'avais David Loiseau contre Rich Franklin. Ouais, je me rappelle que dans ce temps-là, beaucoup de gens pensaient que David Loiseau avait des très bonnes chances de battre Rich Franklin. Il venait de faire son fameux spinning back kick au combat. Précédent. 2 combats avant. Mais puis Loiseau avait perdu contre Rich Franklin. Mais il avait quand même tagué au 3e round avec un solide crochet, je pense, de mémoire. Là. Il avait ébranlé Rich Franklin, mais aussi aller voir tous les combats de David Loiseau, honnêtement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, David Loiseau, il y en a qui pensent qu'il regarde sa fiche, puis là, il l'a un peu échappé. Mais David Loiseau, je pense, c'est connu, il avait des gros troubles d'anxiété, de crise de panique. Là. Il faisait des crises de panique à son entrée vers l'octogone. Il en a parlé à plusieurs occasions. Mais c'est plate parce que c'est un gars-là, s'il n'aurait pas eu ces problèmes-là, des problèmes d'anxiété ou de crise de panique, ce gars-là était. David Loiseau, là, c'est un monument du MMA, pas juste au Québec, là, dans le monde entier. Mm-hmm. Quand tu vois David Loiseau, il y en a qui pensent que c'est les meilleurs coups de coude qu'il a jamais eu au sol, ça vient de David Loiseau, c'est comme sa signature. Ouais. Les Hellbow à David Loiseau, mais on oublie des fois, on parle de Georges Saint-Pierre, t'as Pat Côté qui est évidemment un autre monument qui est. Salut à Pat si jamais tu nous écoutes. Mais je pense que Pat, David puis Georges Saint-Pierre. Non, je pense pas que Pat y écoute. Non? Non, ça l'intimide. Ok, mais je vais y envoyer le link sur. Je vais y envoyer le link sur Messenger. Okay. Bon, ok, on finit là-dessus. Sais-tu c'est qui finalement entre Stéphane Vigneault ou Steve? C'était. C'est vrai, je sais pas c'était quel des deux. C'était Steve contre Mike Swick. Mike Swick avait gagné par guillotine. C'est Steve contre Mike Swick? Ouais, c'était contre Mike Swick. T'avais eu Sandstad aussi, cette carte-là. Mark Hominick, Yves Edwards. On avait-tu gagné le Canada? Icho Larenas. Icho avait perdu le premier combat de la soirée, le fameux Icho Larenas. Et puis quand j'avais un trafic de stéroïdes il y a quelques années, là, qui s'est battu à TKO récemment. Il s'est battu contre Steve Bossé. Je pense que Denis, ça prend un défaite à Steve Bossé aussi. C'est vrai, il a battu Steve Bossé. Ouais, il a battu Steve Bossé. Bon, ok. Alright. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Puis on va faire ça. Ouais, vous nous direz, vous commenterez là, comment vous avez trouvé les combats. Vous donnerez des feedbacks à Olivier là-dessus. Puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas pour des prochaines fois. Ouais, c'est ça. La prochaine fois que je t'invite, on pourrait demander au monde d'amener un thème quelconque, là, genre, bon là aujourd'hui c'est comme Freak Show qu'on a fait. Ouais, là. Si vous voulez amener j'ai pas mal vu toutes les cartes du UFC, Bellator,
depuis des années, pas mal tous les shows de Ryzen, pas mal tous les galas de l'histoire de Pride. Fait que si vous avez des sujets ou whatever que vous voulez parler, tu sais, moi je vais donner un exemple en terminant. Moi je serais un fan, puis j'écoute le MMA à l'occasion. Ça m'intéresserait justement de savoir, hey, peux-tu nous dire, mettons, les 5 meilleurs combats où il y a une soumission? Peux-tu nous dire les 5 meilleurs grappling combats? Tu sais, on parlait tantôt de Jake Shield contre Damien Maia, mais Jake Shield contre Jason Miller, c'est une anthologie du combat au sol aussi. Allez voir ça, Jake Shield contre Jason Miller. Okay. Arrête. C'est bon, mais si vous en voulez d'autres, on va du stock pour les parler. prochains podcasts. Fait que si vous avez des idées pour des thèmes différents, vous nous le direz. Puis merci d'avoir été là. Puis merci d'avoir été là, toi aussi. Ça fait plaisir. Étienne. À une prochaine. Ouais, ciao.